Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur ce webinaire cette web conférence IPRA France Active consacrée cette semaine à la mobilisation du numérique pour gagner en organisation, en fiabilité, en productivité. Je vous salue toutes et tous dans le chat également. Qui est à votre droite, directement sur l'outil Livestorm. N'hésitez pas à vous signaler par ce biais-là les uns les autres. Bonjour à Théo qui nous salue. Il y a Jérémy aussi parmi nous, Sarah, bonjour Sarah, Jeanne, Naomi, Benoît, Alexandre, Rémi. Bonjour à tous. On a Ryan également qui vient d'arriver, Véronique. Alexandre aussi, donc bonjour à tous. On a Alain aussi qui est en train de nous saluer. Ça me permet d'apprendre déjà vos prénoms, un peu à vous connaître. Et puis évidemment, vous allez apprendre à me connaître moi aussi, puisqu'on va passer 1h45 ensemble aujourd'hui sur ce webinaire France Active. Je regarde si on a quelqu'un de France Active ou pas qui est là, qui voudrait dire un mot. Il ne me semble pas. Je vois personne présent chez eux, donc on va pouvoir attaquer tout simplement en l'état. Et on salue Estelle qui est la dernière arrivée, qui est la dernière en tout cas à nous saluer sur le chat. Et non, il y a Marty qui est le dernier le dernier à nous saluer. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Je suis Corentin Voiseux, je suis directeur des opérations, moi chez IPRA et qui est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui est spécialisée dans la capacitation numérique, dans l'inclusion numérique, dans la médiation numérique. Il y a plein de mots pour parler de l'accompagnement à la transformation numérique, qui tous veulent dire à peu près la même chose, mais sauf que évidemment, chacun y met parfois des choses un peu différentes. Nous, vous allez voir ce qu'on y met. On y met de l'enthousiasme, on y met de l'envie de partager, on y met l'envie de vous donner des bons plans, de la culture numérique comme arme de survie pour l'entrepreneur en création que vous êtes. Et pour le chef d'entreprise qui est assailli de multiples problématiques. Et on va voir comment est-ce que le numérique peut venir nous sauver, ou en tout cas parfois nous rendre la vie plus vivable dans les premières années, toujours très intenses des premières années de création d'entreprise, puisque je crois que vous êtes une majorité à être en création parmi vous. Et on a Colline qui est là, qui vient de nous rejoindre. Je ne sais pas, Colline, si tu veux dire un petit mot au départ, Colline, auquel cas tu me dis, allez, je t'invite à me rejoindre sur scène, Colline, pour que tu puisses dire un petit mot d'accueil à nos 13 participants, puisqu'on est à nos 14 participants qui sont présents ici. Pour lancer le bal, ouvrir le bal de cette webconférence. Te voilà, bonjour Colline. Salut Corentin. Merci. Donc effectivement, je vais faire une petite intro. Donc pour ceux il y en a peut-être parmi vous que j'ai déjà croisé sur d'autres webinaires, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Colline Metz, je travaille à l'Association nationale de France Active et je suis en charge notamment d'organiser ces webinaires qu'on propose dans le cadre d'un programme qui est déployé par l'État pour accompagner les porteurs de projets, de création d'une entreprise, dans l'optique de renforcer cette offre d'accompagnement dans le contexte économique particulier qu'on est en train de vivre suite à la crise sanitaire. Et donc, à cette occasion, France Active a construit une offre d'accompagnement renforcée qui s'appelle donc le Parcours Accès Plus. C'est dans ce cadre qu'on propose les webinaires avec IPRA. Et dans cette offre renforcée, on propose donc des webinaires sur le numérique qui sont animés par IPRA. On propose aussi des webinaires sur les thématiques de protection et de sécurisation de l'entrepreneur et un webinaire sur le financement participatif. Et donc, toute cette offre, elle est gratuite quand vous êtes accompagné par France Active. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers et conseillères France Active si jamais ça vous intéresse. Et donc là, les webinaires sur le numérique animés par IPRA, il y a 3 thèmes. Donc aujourd'hui, sur
l'organisation, la productivité. Et dans les 2 prochains mercredis, on aura une autre thématique sur comment mobiliser le numérique pour prospecter, engager ou suivre ses clients. Et une thématique plutôt sur la communication, donc comment rayonner, gagner en notoriété, voir et être vu. Donc ça aura lieu le mercredi, pareil, de 14 à 16 heures pendant 2 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain si les sujets vous intéressent. Et voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Et merci Corentin de m'avoir fait monter sur scène. Avec plaisir, Colline. On se retrouve tout à l'heure, du coup, peut-être en clôture du webinaire. Ça marche. Et du coup, je te dis à plus tard. Je vais essayer de ne pas m'en mêler les pinceaux cette fois-ci pour que vous ayez toujours les slides en grand. Donc, n'hésitez pas, si jamais dans la webconférence, vous voyez que la diapositive n'est pas aussi grande qu'elle le devrait, c'est parce que c'est un oubli de ma part. Donc, vous me signalez dans le chat. Vous l'avez compris, c'est par là qu'on va communiquer beaucoup, qu'on va échanger. Et donc, essentiellement, vous avez toute liberté de vous exprimer par là, même si vous verrez, je vous poserai quand même beaucoup de questions pendant 7h45 pour apprendre à vous connaître et pour bien cerner les enjeux que vous pouvez avoir. Ça a été dit, du coup, donc c'est un webinaire dédié au back-office, à la gestion administrative, de gestion de projet, d'organisation, on va dire, de la vie d'entreprise pour l'entrepreneur. Et d'autres webinaires sont dédiés plutôt au front office, à la relation client ou à la communication, à la visibilité, etc., que vous pouvez glaner, du coup, par le numérique. Mais donc, on est parti sur cette webconférence d'aujourd'hui. Alors, je me suis présenté très rapidement, je le refais. L'entreprise est d'économie sociale et solidaire, je le disais, et je suis moi-même chef d'entreprise dans un quartier prioritaire dans le 18e arrondissement de la ville de Paris, du coup, sur cette mission d'inclusion numérique. Bon, ça, c'est moi. Vous aurez l'occasion de me découvrir un petit peu au fil du webinaire, mais ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est vous, parce qu'on est là pour vous. Donc, on va apprendre évidemment à vous connaître. Alors, à chaque fois, ça passera, vous l'avez compris, par le chat. C'est là qu'on va échanger à droite. C'est là où vous n'hésitez pas à l'utiliser. Pour le coup, je rebondis très souvent dessus. Je prends les questions s'il y en a. Donc, c'est vraiment pour le coup un webinaire qui est vivant. Donc n'hésitez pas pour le coup à l'utiliser aussi souvent que vous l'estimez utile. Je ferai mon maximum pour rebondir à chaque fois. Sur le smartphone, c'est un tout petit peu différent. Il faut cliquer sur le petit bouton plus que vous voyez ici si vous suivez cette webconférence depuis un smartphone. Et puis, vous allez voir, les fameux sondages, j'en lancerai un dans quelques instants, nous permettront du coup d'avoir en direct votre sensation sur des questions données, d'avoir vos opinions ou tout simplement votre état de fait par rapport à certaines situations. Donc, vous allez voir, c'est comme ça que l'on va échanger. Même topo, si vous êtes sur smartphone, ça se passe. Du coup, il faut cliquer sur le bouton plus pour accéder au sondage. Vous avez une petite notification, vous avez vu, qui du coup apparaît avec un 1, un 2, un 3, selon le nombre de sondages qui ont été lancés et auxquels vous n'avez pas répondu. Et voilà, et à la fin de cette séance, vous aurez accès à un espace apprenant dans lequel vous trouvez des ressources complémentaires pour aller plus loin, approfondir. Ça peut être des vidéos, ça peut être des articles, ça peut être des ressources pédagogiques diverses et variées. Et donc, vous aurez à la fin de cette webconférence non seulement un mot de passe, mais également un petit lien vers l'accès à votre espace apprenant. Voilà. Voilà pour cette webconférence. Et j'en profite pour dire évidemment que si jamais vous devez nous quitter légèrement avant le terme ou si d'autres collègues que vous connaissez n'ont pas pu assister, ils vont recevoir, comme tous les inscrits à cette webconférence, la rediffusion sur votre boîte mail automatiquement. Vous l'avez compris comment ça marche les inscriptions. Et c'est la même chose pour la réception du coup, des rediffusions si jamais vous êtes concerné. Les sondages, on en lancera du coup sur ce webinaire plutôt en début de séquence. Vous verrez, donc là, plutôt que de faire beaucoup de questions au départ, je vais plutôt lancer les questions au fur et à mesure, vous verrez, par l'intermédiaire du sondage. Mais si vous voulez, sans plus attendre, je vais lancer la première question. Qui consiste à vous demander en fait combien de temps vous passez chaque semaine à faire ce qu'on appelle du back-office. Alors, le back-office, c'est tout ce qui va être administratif, comptabilité,
saisie des factures, des devis, des notes de frais, de la TVA, la paperasse pour l'URSSAF, la paperasse pour le social, etc. etc. Combien de temps est-ce que vous passez en back-office du coup chaque semaine? C'est un peu la question qu'on a envie de vous poser. Alors, c'est soit 10% de votre temps. Moi, c'est ce que j'ai rempli puisque j'ai répondu au sondage avec vous. Soit 20% de votre temps, soit 30%, soit 40%, soit 50% de votre temps. C'est-à-dire que vous passez vous passez un jour sur deux à faire de la paperasse. En gros, je dis de la paperasse, mais ça va au-delà de la paperasse, parce que de la paperasse, ça peut être aussi savoir vérifier le recouvrement de vos clients, regarder l'état de vos stocks, vérifier effectivement, prendre des rendez-vous avec vos clients, vos partenaires, etc. C'est tout ce qui, en fait, la phase préparatoire qui permet à votre entreprise de fonctionner, toute la phase dite derrière un bureau, back office, office et bureau en anglais, back on est derrière le bureau, tandis qu'en front office, on est avec les clients, on est sur le terrain, on est avec les collaborateurs si on en a, on est avec les clients ou les prospects, on est avec ceux qui conçoivent le produit ou on est en train de concevoir le produit, là on est vraiment en train de faire du front office. Alors, on a 6 personnes qui ont répondu. Il nous manque un petit peu de monde. Est-ce que tout le monde a bien compris du coup comment marchait le sondage? Alors voilà, on commence à avoir un peu plus de monde qui a répondu. On a 10 personnes qui ont répondu sur les 16. Il nous manque encore 3 personnes qui visiblement ont peut-être une difficulté à utiliser le sondage. N'hésitez pas à le signaler dans le chat si vous avez une difficulté à répondre. Important parce que ça va nous permettre de donner quelques petits éléments et d'adapter du coup aussi les séquences pédagogiques à vos besoins en fait, tout simplement par la suite du webinaire. C'est pour ça qu'on va vous poser des questions. Là, on a 13 participants qui ont répondu. Il nous en manque 2 qui n'ont pas répondu. Pour l'instant, on a 46% du coup des répondants qui nous disent qu'ils passent 20% de leur temps à faire de l'administratif. Tandis que Estelle nous dit 70%, nous dit Estelle, car je suis au début. Et oui, normal pour vous, Estelle, parce que le début est très, très chronophage sur un plan administratif. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas rempli, parce que vous souhaitiez, vous mettiez même au-delà. Et vous êtes quand même 30% à dire c'est quand même 30% de mon temps. 30% de mon temps, ça veut dire un jour sur 3 quand même à faire de la paperasse, de l'administratif, du back-office, des stocks, du projet, de la saisie de facture, que sais-je encore. Et vous êtes 30% également à y passer 10% de votre temps. Donc vous voyez, il y a quand même un gros écart là dans l'assemblée qui est la nôtre aujourd'hui. On a quand même 45% de la population qui passe 20% ou plus. Enfin, on a 75% du coup des entrepreneurs ici qui passent 75% de leur temps et plus. Qui passent plus de 20% de leur temps à faire du back-office, donc c'est quand même beaucoup. Et on a quand même 30% qui passent un jour sur 3 derrière le bureau. Et alors, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. On va regarder comment le numérique permet tout simplement de réduire ce temps passé en back-office parce qu'on est entrepreneur au départ, on est dans la création. Jérémy nous dit 30% sur les soirs de la semaine. Alors, Jérémy nous dit effectivement, en tant qu'entrepreneur, il fait plutôt le soir. Enfin, le soir, c'est du temps effectivement qui est du coup pris sur potentiellement une famille, sur une vie sociale, sur une vie affective. Donc effectivement, c'est de la stratégie que trouve l'entrepreneur au début, évidemment, pour essayer de ne pas impacter les horaires ouvrés, là où on peut rencontrer des clients, des financiers ou que sais-je, ce qui permet de faire avancer la boutique. Et donc, c'est la stratégie, évidemment, des premiers jours, et on est tous passés par là, et évidemment, moi le premier. Mais on va voir, du coup, que d'abord, ce n'est pas forcément durable et tenable de tenir à ce rythme-là, évidemment. Et puis, on va regarder surtout, en fait, aujourd'hui, comment est-ce que le numérique va nous permettre de mobiliser et d'abaisser ce temps passé en back-office, tout simplement de façon à pouvoir passer plus de temps dans l'humain, en fait, plutôt que dans la gestion et l'organisation. Voilà, c'est ça un peu le grand thème de cette webconférence. Et je vous poserai ces petites questions-là que vous voyez à l'écran, je vous les poserai un petit peu plus tard quand on abordera certaines séquences. Vous l'avez compris,
et vous êtes déjà en plein dedans. Vous êtes dans, j'allais dire, l'entrée de la vallée de la mort, ce qu'on appelle la vallée de la mort, les 3 premières années de fragilité extrême aussi dans lequel se trouve l'entreprise et l'entrepreneur, évidemment, qui incarne dans sa chair le projet, l'aventure entrepreneuriale. Et donc, vous devez être effectivement partout. Vous devez être partout, à la fois organiser des réunions, saisir des factures, faire des devis, appeler clients, collègues, partenaires, payer les notes de frais s'il y en a, trouver des fonds pour acheter une imprimante 3D, nous dit Nathalie qui nous fait un petit clin d'œil ici, c'est-à-dire pour acheter un peu du matériel, trouver les fournisseurs, acheter du papier, des fournitures, etc. Bref, on est partout puisqu'on est seul la plupart du temps, ou 2 ou 3 dans le meilleur des cas dans l'équipe. Mais on doit être partout. Vous connaissez cette fameuse statue du musée Guimet, le fameux Bouddha aux 1000 bras. Vous voyez, là, c'est un peu ce qu'on a répliqué. On doit avoir 1000 bras. Et on doit avoir 1000 bras. Or, on n'en a que 2. Et donc, tous les bras virtuels vont être numériques, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont être numériques, ils vont être virtuels. Ils vont nous permettre justement de continuer à être partout en passant à la fois moins de temps sur les tâches, mais aussi en reportant ces tâches parfois sur d'autres personnes que nous-mêmes qui, elles, sont pas dans cette pression un peu extrême qui est celle de la création d'entreprise dans laquelle les ressources, les contraintes sont totales, les ressources très limitées, à commencer évidemment par celle du temps. Et c'est ce qu'on va évidemment aborder très grandement aujourd'hui, la gestion du temps. Parce que vous le savez peut-être, mais ça, c'est un chiffre connu désormais, c'est qu'on a entre 18 et 20% des chefs d'entreprise en risque de burn-out qui évidemment travaillent d'arrache-pied 1 an ou 2 ans pour maintenir une structure à flot. Et puis jusqu'au jour où c'est game over, puisque le burn-out, fin jour matin, on se lève et puis le centre névralgique ne répond plus, le corps non plus, etc. Et donc, on ne l'a pas forcément vu venir parce qu'on est sur la corde raide en permanence, énergétiquement parlant, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup, beaucoup pour l'entreprise et donc on est forcément dans une fragilité potentielle. Et donc le temps, en fait, finalement, c'est un facteur rare, même si on n'a pas cette impression-là au début. C'est un facteur rare parce qu'on est limité, comme tout être humain, dans notre capacité, du coup, à gérer et à utiliser ce temps qui est limité. Et puis, le deuxième élément, facteur de stabilité, évidemment, il est clair qu'il y a une compatibilité entre la vie d'entrepreneur et la vie de famille qui est un vrai défi, quoi, pour le coup, parce que quand on commence à manger sur les soirs pour faire la compta, le back-office, etc., à droite à gauche, c'est du temps qu'on ne passe pas avec les siens, c'est du temps qu'on ne passe pas avec ses amis ou avec ses proches. Et donc, c'est évidemment, si on se retrouve, si effectivement l'entrepreneuriat devient un peu une école de la solitude, du coup, ça fragilise davantage parce qu'on a besoin de cet équilibre, on a besoin de cet équilibre social pour être bien dans sa tête et pour être bien dans ses pompes, du coup, et pour pouvoir repartir à l'attaque le lendemain. Et donc, le temps, là, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Le temps passé sur des tâches faiblement créatrices de valeur ajoutée, surtout, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'on va essayer de chasser, on va dire aujourd'hui, dans ce webinaire ensemble, de façon à pouvoir tout simplement vous épargner, vous épargner une trajectoire dans laquelle vous seriez surmobilisé par ces tâches-là. Alors peut-être une petite question ouverte du coup pour vous dans le chat pour continuer à faire connaissance autour de ces sujets-là. Quelles sont les tâches du back-office aujourd'hui qui vous mangent le plus de temps entre, je sais pas, la prise de rendez-vous, entre la saisie de facture ou de devis, entre le suivi des stocks, le suivi des recouvrements des clients, je ne sais pas, le fait de passer les commandes fournisseurs peut-être, de suivre les commandes fournisseurs, faire ce qu'on appelle l'administration des ventes. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Alors, Rémi nous dit répondre à la messagerie, répondre aux demandes. Donc vous, Rémi, vous êtes plutôt sur, répondre aux mails, si j'ai bien compris, pour vous, Rémi, aux demandes, c'est-à-dire aux demandes des clients. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous avez du monde qui se presse au portillon, déjà Rémi, mais donc ça veut dire que vous avez besoin de répondre à ces clients, soit qui sont en demande d'information, soit qui sont en demande de devis, carrément. Jérémy nous dit c'est les devis. Théo aussi nous dit les devis. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc intéressant de l'entendre. Jeanne nous dit je suis en création d'entreprise et ce qui me prend le plus de temps c'est de gérer les liens avec l'administration pour ouvrir
notre magasin. Donc l'administration, on parle bien de l'administration d'État, hein, évidemment, la fonction publique, pour gérer ses liens avec l'administration. Ouais, ok pour vous, Jeanne, je comprends très bien. Alexandre nous dit c'est plutôt côté fournisseur qui passe le plus de temps. Et enfin, Léonie nous dit création de devis, elle aussi, facture, déclaration URSSAF, évidemment. Évidemment. Estelle nous dit l'administratif sans nous donner d'autres formes de précision. Sarah nous dit fournisseur, gérer les factures pour le comptable. Donc là, on est sur la partie fournisseur et facturation du comptable. Benoît nous dit fournisseur aussi. Ryan nous dit recherche de fournisseurs, de partenaires et de prestataires. Donc là, on est plutôt sur un temps de construction pour vous, Ryan. Martine nous dit déclaration URSSAF, chercher à répondre aux fournisseurs, évidemment. Sarah nous dit par la suite, dans un mois, je devrais gérer les remboursements mutuels et sécurité sociale parce que vous êtes dans l'optique. Évidemment, ça va être pour vous, Sarah, un défi, du coup, un défi administratif d'obtenir ces remboursements-là parce que l'administratif souvent équivaut à des tickets de financement ou de remboursement. Ça peut être de la subvention, ça peut être ici du remboursement par de la mutuelle, par des organismes de financement tiers. Véronique nous dit gérer mon agenda parce que je m'installe comme secrétaire indépendante. Et donc, évidemment, vous allez avoir du coup peut-être plusieurs clients qui vont vouloir prendre rendez-vous ou alors qui auront des créneaux dédiés. Très bien. Et Naomi nous dit prise de rendez-vous également. Donc, vous voyez, on a pas mal de sujets qui ressortent quand même, qui sont assez chronophages pour vous. Entre les devis, les fournisseurs, la gestion d'agenda, la prise de rendez-vous. Vous êtes déjà quelque part dans le jus quoi, de devoir gérer cette pluralité de tâches. Et enfin, Estelle rajoute banque et assurance. Intéressant, c'est vrai que la banque, c'est quelque chose qui peut aussi prendre du temps. Mais n'hésitez pas à préciser, Estelle, banque, assurance, qui prend plus de temps. Peut-être ça nous donnera des inspirations pour créer des ressources pédagogiques là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement réfléchi à la question de l'assurance. Ce n'était pas revenu dans les débats de préparation de séance. Donc, si vous avez des éléments, vous pouvez nous les donner, Estelle. Et enfin, Alain Robert qui nous dit répondre aux mails, compléter mon agenda. Vous voyez, on a à peu près tous les mêmes problématiques. Hein, et moi-même, on est une dizaine dans la structure aujourd'hui. Vous voyez, j'ai encore les mêmes problèmes que vous. Donc, finalement, on est encore dans le même monde, évidemment, puisqu'on fait beaucoup de choses en direct en tant que chef d'entreprise pour avancer. Alors, c'est là où le numérique va devenir intéressant pour le coup, pour gagner en productivité, en fait, tout simplement, pour automatiser certaines tâches, pour faire soi-même, pour fiabiliser, sécuriser, etc. Tiens, Rémi nous répond sur la question des assurances en nous disant que c'est un courtier qui a permis de gagner énormément de temps avec les assurances et les mutuelles. Ah oui, pour le choix de l'assurance ou de la mutuelle, tout à fait. C'est une question qu'on ne va pas aborder aujourd'hui directement, mais pour le coup, qui a pas de rapport avec le numérique directement, encore qu'il existe des courtiers numériques qui peuvent faire le comparatif des meilleurs tarifs pour vous. Donc, c'est ce qu'on disait effectivement, le numérique, productivité, automatisation, gestion, classement de ces documents, de ces données, faire soi-même aussi pour gagner parfois, faire des économies budgétaires auprès de prestataires éventuels, pour alléger les charges, pour économiser certaines prestations, notamment auprès du comptable ou auprès de services administratifs divers et variés. Bref, s'organiser, gagner du temps, être efficace, c'est le nerf de la guerre pour du coup essayer de cantonner le temps passé en back-office à 10% ou moins par semaine. C'est l'objectif en tout cas qu'on peut se fixer. Et pour ça, le numérique va nous offrir une pléthore du coup d'outils, dont certains sont gratuits, d'autres gratuits jusqu'à un certain point ou pendant un certain temps, qu'on appelle dit freemium, voilà, et d'autres qui sont carrément payants pour le coup. Et on va vous présenter, nous, ces 3 catégories d'outils, hein, sans distinction. À chaque fois, vous verrez, on vous donnera des éléments pour les comparer, pour les choisir, pour les sélectionner, pour les juger, pour les évaluer. Parce que le numérique, c'est quand même une grande jungle aujourd'hui. C'est une forêt équatoriale, c'est une forêt très dense. Et donc, pour s'y retrouver, on a parfois besoin d'avoir quelques repères. Vous avez vu, là, déjà, pour choisir une banque ou une assurance, c'est parfois déjà, ça a été dit tout à l'heure, un peu étourdissant, étant donné le nombre d'offres ou de prestataires. Sur l'outil numérique, c'est un peu pareil. Il y a énormément de solutions comparables ou tout du moins qui prétendent l'être.
Et on a parfois du mal à s'y retrouver et on peut passer énormément de temps à faire ce qu'on appelle du benchmark, c'est-à-dire de la comparaison d'outils pour retenir celui qui sera le plus adapté à votre situation, à vous. Et donc, évidemment, on va essayer de vous faire gagner ce temps-là aussi en vous donnant un peu de recul sur les outils, sur le temps de prise en main, sur les inconvénients qui peuvent représenter, sur l'adaptation à vos profils, à vos usages et à vos problématiques du moment en fonction de votre stade de création. Donc, vous voyez, l'approche, ce sera vraiment de dire, j'ai mon besoin. Typiquement, je dois organiser des rendez-vous avec mes fournisseurs. J'ai un outil qui me permet de potentiellement répondre à ce besoin fonctionnel, à cet usage-là. Un agenda partagé, typiquement, par exemple. Et l'usage. Ah, mais attendez, j'ai déjà un agenda. Du coup, comment je le partage, cet agenda? Typiquement, ça s'appelle ça aussi. J'ai déjà un agenda électronique. Comment je le partage? Comment je le. Et donc là, c'est comment je développe l'usage, les usages autour de ce que j'ai potentiellement déjà, mais sur lequel j'ignore potentiellement l'ensemble des possibilités. Sarah nous demande, est-ce qu'on pourra avoir les notes en PDF par mail? Vous aurez sur le Padlet, chère Sarah, vous aurez du coup l'ensemble de ces diapositives, vous les retrouverez, ainsi que d'autres ressources pédagogiques, ainsi que le replay. Donc, de toute façon, rassurez-vous, vous retrouverez tout ce qui est sur les diapositives. Si je passe parfois un peu rapidement, c'est normal, c'est pour entrer dans le timing, mais vous aurez l'occasion d'y retrouver, d'y revenir par la suite par ce biais-là. Donc, rassurez-vous, Sarah, à ce niveau-là. Alors, voilà le plan un petit peu, le plan de la séance en 3 temps, si vous voulez. On a le numérique pour organiser son temps, pour organiser ses tâches, pour organiser ses documents. On a le numérique pour gérer sa compta, pour gérer ses salariés. C'est peut-être pas le cas pour vous aujourd'hui, ce sera peut-être le cas demain. On vous le souhaite en tout cas. Ses démarches administratives, ses stocks, ses finances. Et après, on a un gros morceau sur choisir l'ERP le plus adapté. Alors, certains d'entre vous savent peut-être déjà ce que c'est qu'un ERP. La plupart d'entre vous ne le savent probablement pas. Et donc, du coup, on verra ce que c'est, à quoi ça sert. C'est un peu, si vous voulez, la Rolls-Royce de la gestion du back-office pour une entreprise. Mais après, il en existe plein. Donc, on va essayer de regarder lequel serait le plus adapté pour vous, les fonctionnalités qu'ils peuvent vous réserver, les usages que vous pouvez en faire. Voilà, on va essayer de vous donner un peu de recul pour que quand vous aurez besoin d'installer un ERP aujourd'hui ou demain, vous puissiez faire le bon choix et gagner du temps, pas vous planter, évidemment, parce que ça coûte cher de se planter sur ces gros outils-là, surtout quand on y investit un peu d'argent. Voilà, tout simplement. On y reviendra du coup tout à l'heure. Alors, c'est parti, je donne le coup d'envoi du coup de cette fameuse webconférence. Et on va commencer avec un sujet qui a été soulevé tout à l'heure sur la conférence, sur le test de positionnement de tout à l'heure. Je vais lancer un petit sondage pour voir exactement qui est concerné véritablement. Et donc, je vais vous demander plus précisément comment est-ce que vous faites aujourd'hui comment est-ce que vous gérez vos prises de rendez-vous. Voilà. Donc là, le petit sondage va défiler dans le chat. Donc vous avez 5 réponses possibles. Soit vous considérez que l'agenda papier, il y a que ça de vrai, et pour l'instant, vous êtes quand même 40% à le penser. Soit vous pensez que par SMS, par mail, on s'arrange, on se donne des petites dates comme ça, à droite, à gauche, et puis ça va bien. Soit, donc 27% d'entre vous, donc un quart seulement aujourd'hui dispose d'un agenda électronique. Et puis, on a une personne sur les 16 présentes, puisqu'on a eu quelques petits retardataires, une personne qui utilise déjà aujourd'hui des solutions de prise de rendez-vous automatisées. Donc voilà, vous voyez, on est du coup sur une assemblée qui et à 65%, 70% utilisent plutôt des solutions, soit du papier carrément, soit fait des allers-retours en SMS ou en mail directement pour prendre les rendez-vous. Jérémy nous dit sur smartphone. D'accord. Sarah nous dit agenda téléphone, pareil. Estelle nous dit téléphone, agenda. Pareil, vous êtes 3 à utiliser. 4 maintenant. Théo nous dit la même chose. À utiliser votre agenda sur le téléphone. Très bien. Alors, vous le savez probablement, globalement, vous disposez d'un agenda. Si vous créez un compte Google ou même votre smartphone vous fournit
un agenda nativement, c'est-à-dire dès l'achat de façon intégrée. Maintenant, entre avoir un agenda, savoir derrière l'utiliser et savoir potentiellement l'automatiser, il y a effectivement un monde. Alors, on va repartir des personnes qui sont plutôt, pour l'instant, genre utilisatrices d'un agenda papier qui disent moi l'agenda électronique ça me plaît pas trop, ça m'embête un petit peu, je voudrais pouvoir challenger un peu l'idée selon laquelle, vous voyez, l'agenda papier, l'agenda électronique apporte vraiment quelque chose. Alors, vous voyez, ici, là, donc, j'ai une présentation d'un agenda électronique. Ici, en l'occurrence, c'est Google Agenda. Vous voyez, sur un format ordinateur. Moi, effectivement, j'utilise comme vous, je suis nombreux à l'utiliser plutôt sur le téléphone parce que c'est plus pratique. Son agenda, on a besoin d'y jeter un coup d'œil plusieurs fois par jour. Donc, son téléphone, on l'a toujours avec soi. Son ordinateur, ce n'est pas forcément le cas. Donc, effectivement, on est nombreux à l'utiliser plutôt sous une forme téléphonique, bien sûr. Alors, si vous voulez, globalement, pour celles et ceux qui n'en utilisent pas, vous pouvez créer tout simplement un rendez-vous, vous voyez, de ce type-là. Donc, je le refais en sélectionnant un créneau dans votre agenda. Donc vous voyez, c'est assez simple. Là, je suis le 2 mars, typiquement, et je peux choisir un créneau, typiquement entre 9h et 10h, vous voyez, par exemple. Choisir un titre directement sur la webconférence, sur le créneau donné, si c'est une webconférence, si c'est une visioconférence, typiquement, ça fonctionne aussi. Choisir un titre, et puis, vous voyez, directement, il nous cale, à partir du créneau dans lequel on a cliqué, la date, l'heure. Il peut effectivement, donc là, c'est une fonctionnalité typique Google Agenda à proposer, en cliquant sur ce bouton-là, de vous insérer directement un lien de visioconférence qui est intégré du coup aux solutions Google. Et vous pouvez potentiellement ajouter une description ou des pièces jointes, c'est-à-dire directement associer des documents, avec vos fournisseurs, par exemple, des documents par rapport à une réunion préparatoire, des prix, de la doc dont ils pourraient avoir connaissance avant de venir sur le rendez-vous. Très précieux pour aussi, vous l'avez compris, pas seulement gérer ces rendez-vous, mais aussi s'assurer que les rendez-vous soient correctement préparés en amont, correctement organisés, qu'il y ait un ordre du jour, que les gens sachent pourquoi ils viennent, etc. De façon à ce qu'ils ne se décommandent pas, d'abord, première chose, et puis de façon à ce qu'ils viennent en rendez-vous un petit peu renseignés sur l'objet qui vous réunit. Et vous pouvez rajouter des lieux aussi, potentiellement, vous voyez, ce qui permettra d'éviter que la personne vous rappelle, vous envoie un mail pour vous demander finalement c'est où, quel est le code de la porte d'entrée, quel est le métro le plus proche, ou quel est l'arrêt de bus le plus proche, ou est-ce qu'il y a un parking, vous voyez, à côté de l'endroit où ils se rendent. Et bien, tout ça, vous pouvez le préciser dans le lieu, ou tout simplement dans la description, vous voyez, de ce rendez-vous directement. Donc, vous voyez, tout ça, ça va permettre, et vous pouvez évidemment l'automatiser, c'est-à-dire vous pouvez avoir ces éléments-là déjà préécrits quelque part, et puis vous copier-coller toujours la même description sur l'accès à votre bureau, si les gens viennent vous voir, de façon à ce qu'ils puissent avoir tous les éléments au moment où ils se retrouvent une heure avant le rendez-vous pour se dire, mais en fait, d'ailleurs, c'est où est-ce que je vais, parce que des rendez-vous, j'en ai un paquet, mais en fait, là, je dois aller où précisément, je m'en souviens plus. Et évidemment, pour lancer une invitation, vous allez devoir passer par l'adresse mail. Vous voyez, donc si je veux genre dans mon équipe sur un rendez-vous, typiquement une adresse mail qui s'appelle inclusion-idf@cipra, je vais devoir le faire de cette façon-là. Alors vous voyez, ça passe par les mails. Et il faut que votre interlocuteur, si c'est Google Agenda, dispose d'un compte Google à son tour. Et s'il dispose d'un compte Google à son tour, il pourra accepter la réunion. Et donc, il recevra un mail avec la proposition de rendez-vous qui sera susceptible d'accepter, de refuser, ou il pourra faire une contre-proposition potentiellement de rendez-vous. Voyez. Donc ça, c'est effectivement une solution parmi d'autres, voyez, qui a l'avantage effectivement d'être relié potentiellement à ce que d'autres personnes utilisent si c'est Google Agenda. Mais moi, je vous invite évidemment à regarder d'autres solutions parce que vous savez peut-être que les adresses mail aujourd'hui, si vous avez un client de messagerie, j'imagine que vous avez une adresse mail, propose, vous le savez sûrement, des fonctionnalités d'agenda. Donc, il n'y a pas que Google dans la vie, heureusement. Sinon, on serait 100% dépendant, et on l'est déjà beaucoup de cette entreprise-là. Mais vous voyez, typiquement, là, en l'occurrence, mon mail, c'est Proton Calendar, vous voyez. Et donc, là, il y a une fonctionnalité de mail qui fonctionne exactement de la même façon. Vous avez vu, double-clic sur le créneau en question.
des participants, ça fonctionne par mail, un lieu, une description. Vous voyez, c'est assez bien fait, c'est assez intuitif pour le coup. Et évidemment, ça, je peux la retrouver, mon mail, je peux l'avoir configuré sur mon téléphone directement de la même façon. Ça fonctionnera aussi en mobilité du coup de la même façon. Notez une chose, c'est que si vous voulez suivre d'autres agendas dans votre équipe ou avec des gens avec lesquels vous travaillez, il faudra rajouter des calendriers directement ici, vous voyez, pour pouvoir les suivre et donc ce qu'on appelle faire de la configuration du coup, de vos agendas pour pouvoir les suivre de façon claire. Alors, il me semble qu'on a une question. Est-ce qu'on peut automatiser la prise de rendez-vous sur ces applis? Eh bien non, Rémi. L'automatisation de la prise de rendez-vous va passer du coup par d'autres solutions qu'on va voir juste maintenant. Donc, du coup, ça tombe à pic. Là, en fait, ces solutions d'agenda électronique, elles permettent la synchronisation. C'est-à-dire, quand on fait une demande de rendez-vous, la personne est prévenue en direct. Elle peut accepter ou refuser le rendez-vous. On est notifié en direct si elle le refuse, si elle accepte ou si elle le déplace. Donc, l'avantage profond de ces agendas électroniques, de ces solutions d'agenda électronique, c'est l'instantanéité, la synchronisation. C'est-à-dire qu'on peut communiquer si on est dans l'urgence, refuser un rendez-vous et à minima, vous voyez, la personne est prévenue qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et que vous n'êtes pas là pour une raison précise. Donc, dans le pire des cas, ça vaut toujours mieux que de ne pas prévenir si jamais vous avez vraiment une urgence. Donc, ça, voilà, et ça permet de faire évoluer en temps réel et de façon synchronisée votre agenda avec celui des gens avec lesquels vous travaillez. Alors que l'agenda papier, évidemment, vous demande d'y revenir souvent. Et puis, le problème de l'agenda papier, c'est d'être le seul à avoir les yeux dessus, alors que l'agenda synchronisé, vous êtes plusieurs à pouvoir le partager en direct, ce qui est très utile pour savoir si vous êtes potentiellement disponible. Alors, on parlait de cet agenda en ligne. Bon, il sert à rétablir l'emploi du temps, à prendre des rendez-vous, mais il sert aussi à gérer son temps et ses priorités. C'est important parce que plus ça va et plus je disais tout à l'heure, le temps est le facteur rare. Et donc, plus la gestion des priorités devient un sujet important. Donc, le fait de sanctuariser des choses dans son agenda électronique pour dire, là, je vais devoir travailler sur une tâche de fond. Si je ne mets pas dans mon agenda, je ne le ferai pas parce que je serai toujours attrapé par des urgences. Ça permet évidemment de gérer les priorités aussi. Donc, finalement, l'agenda électronique, c'est quelque chose d'assez stratégique puisque ça permet de gérer son temps, de gérer ses priorités, de ne rien oublier évidemment, puisqu'on peut évidemment programmer des alertes, vous l'avez compris, des rappels sur votre client de messagerie, typiquement, vous pouvez configurer, et ça, on mettra des petites ressources dans l'espace apprenant là-dessus si ça vous intéresse. On peut configurer évidemment des rappels pour que vous puissiez avoir 5 minutes, une demi-heure, 1 heure avant, la possibilité de savoir, d'avoir un rappel sur la tenue de ce rendez-vous. Voilà. Et puis accessoirement, garder une trace de son activité. L'agenda papier, vous le jetez peut-être tous les ans ou tous les 2 ans. Là, au moins, vous gardez une trace de tout ce qui a été fait et vous pouvez faire une recherche. Ça, je ne l'ai pas forcément montré, mais vous voyez, si vous voulez savoir typiquement ce qui s'est passé tel jour, telle heure, parce que vous voulez reconstituer l'historique d'un événement, eh bien, vous pouvez le faire. Je vous donne une toute petite illustration. Vous voyez, regardez ici. Si je veux savoir de quand date le dernier atelier résilience, parce que c'est l'activité qu'on fait chez IPRA, vous voyez, la barre de recherche me permet ici de savoir tous les événements qui comportent le mot résilience. Donc, en fait, ça devient aussi un outil de suivi d'activité potentiellement pour savoir comment le temps a été occupé, quand s'est tenue telle réunion, telle chose, etc. Et ça permet de faire une recherche instantanée du coup d'un seul clic, en fait, plutôt que de devoir feuilleter page à page, du coup, l'agenda en ligne. Voilà. Alors, ça permet de travailler en collab, de déléguer des tâches, bien sûr, vers d'autres personnes, de faire connaître ses disponibilités, de suivre des projets, d'organiser des réunions. Mais la question de Rémi, c'était comment est-ce qu'on automatise la prise de rendez-vous. Ça, c'est quelque chose d'important, l'automatisation de la prise de rendez-vous, parce que ça peut faire gagner beaucoup de temps. On avait quand même 25% du coup des entrepreneurs tout à l'heure qui disaient moi, soit je fais du papier, soit je fais des allers-retours par SMS ou par mail ou par téléphone d'ailleurs pour caler le rendez-vous. Bon, ça effectivement, l'itération, les allers-retours, ça prend du temps. Ça prend d'autant plus de temps si, évidemment, plus vous avez de rendez-vous, plus ces rendez-vous sont susceptibles de bouger fréquemment, et plus vous voyez des gens importants, et plus leur agenda est mobile, par définition, puisqu'ils sont très occupés. Et donc, ils ont besoin de se réorganiser un peu en permanence. Donc, ça peut potentiellement devenir très chronophage, genre cette affaire, si on doit en permanence fonctionner par SMS ou par mail,
parce qu'on doit reprogrammer jusqu'au moment où en fait on n'a pas le temps de reprogrammer, puis en fait on rate le rendez-vous, ou alors on laisse courir un rendez-vous qui aurait pu nous servir beaucoup. Alors donc du coup, justement, dans ce contexte-là, la question, ça devient comment est-ce qu'on automatise la prise de rendez-vous. Et pour ça, les solutions d'automatisation, elles permettent de faire reporter un peu la prise de rendez-vous sur directement nos interlocuteurs, pour que quelque part, on ait une sorte de secrétaire virtuel, d'assistant virtuel qui fasse la prise de rendez-vous à notre place. Alors, comment ça marche ? Bien, en fait, vous avez toute une série de solutions qui vont vous permettre en fait d'automatiser cette prise de rendez-vous. Jeanne Jordan Huquet, parce qu'elle a un rendez-vous, mais vous regarderez les docs et les replays. Ça marche, Jeanne. À la prochaine fois. En tout cas, vous aurez tout dans le replay, donc rassurez-vous. Et bonne après-midi, Jeanne. À la prochaine. Alors, je vous parlais des solutions d'automatisation de l'agenda, du coup. En voilà une typiquement que l'on utilise du coup chez Ypra. Alors, il s'avère qu'elle est en anglais pour partie, parce que voilà, les faiblement traduites, il y en a plein d'autres en français, je vous rassure. Comment ça marche ? Vous voyez, en fait, ici, vous connectez ces solutions d'automatisation à votre agenda électronique. Vous pouvez paramétrer l'ensemble des éléments, donc le titre, le nom, la description du type de rendez-vous que les gens peuvent prendre avec vous, la durée maximum du rendez-vous, évidemment l'adresse mail et donc le type d'agenda auquel c'est connecté, auquel cette solution est connectée, le lieu, et puis même la disponibilité. Enfin, vous voyez, vous pouvez choisir de dire, bah voilà, je suis disponible par exemple pour tel type d'acteur, enfin pour mes fournisseurs ou pour mes clients, ou pour je suis disponible, par exemple, que les lundis, par exemple, de 14h à 18h. Je leur ouvre un créneau spécifique. Donc, ils ne pourront prendre rendez-vous que sur les lundis de 14h à 18h ou de 8h à midi, que sais-je. Ce qui permet, du coup, en programmant, vous voyez tout ça, en configurant un peu cette solution-là de façon un peu fine, vous pouvez vous retrouver avec, effectivement, la possibilité de programmer différents types de rendez-vous. Vous voyez ? Et donc, en fait, si vous voulez voir ce que ça donne côté utilisateur, il se retrouve avec ce type de page. Vous lui transmettez ce lien, vous voyez, enfin, il y a marqué 30 minutes, c'est la durée genre maximum du rendez-vous. Et puis, il va pouvoir se balader dans votre rendez-vous, enfin, dans votre agenda. Et puis, il va pouvoir dire, bah voilà, le 11 mars, ouais, effectivement, ouais, je prends un rendez-vous, là, c'est pour un entretien de recrutement, vous voyez, typiquement, un premier tour. Par exemple, là, vous voyez, les allers-retours avec les candidats sont très chronophages, parfois pénibles, etc. Donc là, en fait, c'est au candidat directement de se positionner sur un créneau. Bon, là, en fait, on a ouvert que les après-midi, mais on aurait pu ouvrir des créneaux plus petits. Et hop, il clique, la personne rentre son nom, son courriel directement. Du coup, on a ses coordonnées qui sont également prises. Elle prend rendez-vous, on est notifié, c'est rentré automatiquement dans notre agenda et on peut faire une contre-proposition ou l'annuler si on a une urgence, le cas échéant, depuis notre agenda électronique. Mais c'est une solution typiquement d'automatisation, vous voyez, qui fonctionne très bien, qui fait gagner beaucoup de temps. Et quand je dis beaucoup de temps, ça peut être jusque 3 heures à 4 heures de travail, en tout cas dans notre équipe, par semaine, vous voyez. Donc, c'est quand même pas négligeable parce que ça nous évite d'avoir une secrétaire à temps plein, en fait, globalement. Qui fasse ce travail-là très très chronophage de prise de rendez-vous. Voyez. Donc c'est quand même non négligeable. Comme élément. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à explorer. Là, vous voyez, c'est un outil qu'on utilise en freemium pour l'instant, mais qui peut s'utiliser, mais qui devient payant dès lors que vous voulez, par exemple, développer plusieurs types de prise de rendez-vous en ligne. Là, vous voyez, donc je vous ai montré Harmonizely, par exemple, mais il y en a plein d'autres de solutions. Elles sont toutes comparées ici dans ce tableau. Il y a Calendly aussi, vous voyez, avec une version gratuite de 14 jours. Appointlet. Là, l'équipe de concepteurs vous a mis que la version freemium était largement suffisante pour le coup. Vous avez HubSpot, qui est pour le coup un CRM qui sert plutôt à faire du suivi commercial, mais qui permet du coup d'automatiser la fonction de prise de rendez-vous. Donc, vous voyez, il y a plein de solutions qui permettent de faire ça. À voir laquelle s'intègre mieux avec votre agenda à vous. Si vous voulez utiliser un CRM, une solution de suivi de prospection client, ça peut être tout à fait l'occasion d'utiliser l'outil de prise de rendez-vous qui est fourni avec, plutôt que de rajouter un outil supplémentaire. Et puis, on vous a mis la compatibilité avec les différents types d'agenda.
également pour que vous puissiez savoir, selon le type d'agenda ou le type de solution de messagerie électronique que vous utilisez, si c'est bien compatible, si c'est bien compatible aussi avec un CRM éventuel si vous en utilisez un. Puis voilà, enfin, le degré de personnalisation, etc. aussi, à chaque fois, bon, on a retenu les solutions qui nous paraissaient les plus personnalisables pour vous, quoi. Dernière chose extrêmement importante, du coup, la question de où est-ce que vous souhaitez mettre en place cette prise de rendez-vous en ligne. Et en fait, là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez le mettre sur votre site web directement. Je suppose d'avoir un site web, évidemment. Donc ça, c'est l'objet du 3e webinaire, du coup, du 3e mercredi du mois. Vous pouvez le mettre dans le chatbot carrément de votre site web. Donc là, c'est le chatbot, c'est un outil automatique, il est proactif, il propose directement la prise de rendez-vous avec une petite simulation de discussion automatique avec votre fournisseur, votre client, selon le type de demande qu'il peut avoir. Donc ça demande la programmation, ça demande d'avoir un chatbot. Vous trouverez des ressources sur l'espace apprenant là-dessus si ça vous intéresse. Et enfin, vous pouvez aussi mettre un bouton prendre un rendez-vous sur votre page entreprise, Google Business, Google My Business, en lien direct avec votre agenda. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui se poseraient la question? Eh bien, regardez, vous avez typiquement, on a dû le mettre quelque part pour vous. Voilà, la prise de rendez-vous. Donc, vous voyez, Google My Business, c'est lorsque vous faites une recherche Google, la possibilité, si vous créez une fiche entreprise et un compte Google My Business, d'avoir, du coup, lors d'une recherche, le nom de votre entreprise, les avis potentiellement laissés ici, les types de services proposés, l'adresse, la situation, les horaires d'ouverture, le téléphone et les solutions et vous voyez ici, là, genre encadré en vert, les solutions de prise de rendez-vous ici, directement. Donc, vous voyez, ça permet pour vos clients, si vous êtes dans la prise de rendez-vous ou vos fournisseurs qui vous cherchent, de pouvoir prendre rendez-vous avec vous directement. Et donc, ça vous rend disponible, ça vous rend potentiellement aussi, et ça vous fait économiser du temps par rapport à toute la démarche de prise de contact préalable au rendez-vous, typiquement. Même si, évidemment, ça ne remplace pas l'humain, ça vient juste vous libérer du temps pour en faire davantage d'humain, évidemment, là-dessus. Donc ça passe évidemment par le compte Google My Business. Et donc là-dessus, on revient là-dessus sur un autre webinaire. Et puis, on a des tutos là-dessus qui vous permettent de faire le point sur comment créer un compte, créer une fiche établissement, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Voilà. Voilà un petit peu pour la partie prise de rendez-vous en ligne. Est-ce que vous auriez des questions à ce stade ou des feedbacks particuliers, ou alors est-ce que vous souhaitez qu'on avance, ou est-ce que tout est clair pour vous? Alexandre nous dit tout bon, parfait. Théo aussi tout bon, Marty tout bon aussi. On est d'accord que les personnes qui réservent ne voient pas le reste du planning. Oui, Rémi, on est 100% d'accord là-dessus. Les personnes qui réservent ne voient pas le reste du planning, évidemment. Par contre, si quelqu'un a réservé un créneau de 15h à 15h30, et ben, le créneau est automatiquement supprimé, évidemment, du coup, des possibilités de réservation. Par contre, il ne voit pas le reste de votre planning, évidemment. C'est bon pour Sarah, Jérémy, tout ça. On peut avancer, du coup, sur la suite. Ça marche. La suite, c'est la gestion de projet. On parlait de gestion du temps. On a une dernière question de la part de Sarah qui nous dit l'utilisation de cet agenda est uniquement pour l'organisation des entreprises ou alors c'est un outil personnel aussi. Ça peut être un outil personnel pour vous, Sarah, bien évidemment. Il y a plein de solutions qu'on utilise dans l'entreprise qui, au final, servent dans la vie de tous les jours. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas l'utiliser si vous y voyez un intérêt évidemment personnel. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer à l'utiliser à titre personnel sans problème. Alors, Robert nous dit je vais essayer de l'utiliser, très bien. Et Véronique nous dit OK pour moi, donc c'est parfait. Du coup, je vous propose qu'on avance sur la prochaine séquence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un outil de gestion de projet sur la gestion du temps. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental, assez peu connu des entrepreneurs, parce que ça vient du Japon, pour le coup, les outils de gestion de projet, avec la méthode du toyotisme, du juste à temps, vous savez, la méthode Kanban. Ça permet essentiellement de se libérer de la charge mentale. Genre, on le disait, on passe notre temps en tant qu'entrepreneur à gérer des priorités, à gérer son temps.
Alors, c'est bien beau, gérer son temps, etc. Mais enfin, encore faut-il pouvoir savoir le faire. Et donc là, effectivement, il y a toute une petite gymnastique. Alors, peut-être certains d'entre vous ont une to-do list, enfin, ce qu'on appelle une to-do, c'est une liste de tâches, en fait, tout simplement. Et peut-être que d'autres personnes n'en ont pas et donc fonctionnent de façon assez instinctive là-dessus. Moi, je vous partage quelques bons plans à ce niveau-là pour vous libérer un peu de charge mentale et gérer votre temps. Alors, il y a des outils de gestion de projet qui permettent de faire ça. Donc, enfin, vous voyez, la méthode Canvas, ça fonctionne comme ça. Vous avez des colonnes. Donc, l'outil s'appelle Trello. C'est un outil de gestion de projet parmi d'autres. L'avantage, si vous voulez, fondamentalement, pour gérer votre temps, libérer votre charge mentale, c'est que dès lors que vous avez une tâche qui vous vient à l'esprit parce que vous avez une idée, ou alors parce que vous voyez sur le terrain qu'en fait, il y a besoin de faire ça, et que vous ne voulez pas le stocker dans votre mémoire, parce que votre mémoire, vous avez besoin qu'elle soit un peu disponible pour retenir peut-être d'autres choses importantes et que vous avez déjà plein la tête, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle une carte. Vous voyez ici. Donc là, je mets une carte en disant pensez, je mets mettre à jour genre les tarifs de telle chose. Je dis à peu près n'importe quoi. Genre du produit XZ22. Vous voyez. Et donc ça, c'est, j'ajoute une carte et dans ma to-do list, typiquement. Puis une fois sur la carte, vous voyez, je peux affecter une deadline directement. Le 17, par exemple, vous voyez, le 17 mars. Je peux affecter des membres de mon équipe. Bon, si je travaille tout seul, ce n'est pas une question, mais si je travaille avec des partenaires, je peux évidemment inviter les partenaires sur ce tableau ou des fournisseurs, typiquement. Ça va être extrêmement important pour processualiser les fournisseurs, c'est-à-dire trouver un mode de fonctionnement en commun et pour fiabiliser les processus, ça va être fondamental. Et donc, vous voyez, je peux aussi lui affecter une étiquette. Vous voyez, si c'est, par exemple, si ça concerne l'administration des ventes, je mettrai toutes les tâches d'administration des ventes en orange, par exemple. Une deadline, une description, évidemment, de la tâche. Donc là, je vais pouvoir, du coup, immédiatement stocker, écrire là-dessus le contenu de la tâche pour m'en libérer mentalement. Et puis, je vais pouvoir, le cas échéant, décomposer la tâche en diverses étapes. Donc, ça va être d'abord relire le catalogue, vous voyez, le catalogue X ou Y. Après, ça va être mettre à jour le code barre. Vous voyez, j'ai à peu près n'importe quoi ici, mais c'est pour que vous compreniez la logique. Ce qui permet en fait déjà d'organiser son temps, c'est-à-dire de schématiser l'ensemble des tâches qui vous attendent pour pouvoir gérer votre temps en rapport avec ça, parce que c'est sûr que si on fonctionne de façon instinctive, on ne se rend pas toujours compte du temps que peuvent prendre certaines choses, et donc là, ça permet vraiment de le schématiser, vous voyez, et une fois que c'est fait, vous pouvez cocher directement. Donc, c'est une sorte de to-do, un peu comme sur l'agenda, de to-do list évolutive, c'est-à-dire que vous la faites évoluer en temps réel, ce qui a beaucoup de sens pour vous, évidemment pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ce qui pour le coup permet vraiment de gérer, d'organiser son temps et ses priorités. On peut même jeter une pièce jointe, vous avez vu, qui viendrait d'un drive quelconque, etc., ou d'un PDF pour une réunion. Vous voyez, puis une fois que vous avez potentiellement fait la tâche, vous pouvez la passer en mode fait. Vous voyez, ça fonctionne sur un mode glisser-déposer, donc c'est quand même relativement simple. Et puis là, vous pouvez inviter sur le tableau d'autres personnes avec juste un email. Si elles n'ont pas de compte, elles vont être invitées à en créer un, vous voyez. Et donc, c'est très utile si, par exemple, vous commandez auprès de fournisseurs, que vous voulez mais processualiser, en fait, toutes les étapes qui permettent de livrer le client, par exemple, ou de passer la commande auprès du fournisseur, ou que sais-je. Ça va vous permettre de processualiser. Et donc, processualiser, ça permet de fiabiliser tout simplement les différentes étapes. Alors, je vous mets un exemple, par exemple. Donc, sur la partie Office Management, donc sur la partie back-office, nous, tous les process sont, par exemple, écrits. Vous avez vu sur différentes cartes de ce type-là. Donc, vous voyez, par exemple, sur le démo-dépôt du retour du matériel, typiquement, par type de programme, vous avez à chaque fois les différentes étapes à prendre pour s'assurer que le matériel est bien revenu, qu'il a bien été checké, qu'il est en bon état, qu'il peut repartir, etc., etc. Et donc ça, il y a une partie, si vous voulez, de toute la partie administration des ventes qui est, voyez, mais processualisée de cette façon-là. Et on peut mettre des ressources pédagogiques, etc., pour le fournisseur, pour qu'on puisse apprendre à travailler ensemble. On peut mettre le lien vers des tableaux Drive, etc., etc., vous voyez. Et là, en fait, ça peut aller assez loin là-dessus et ça vous permet beaucoup de travailler avec vos fournisseurs, avec vos partenaires de façon extrêmement intelligente pour le coup.
et de schématiser ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire le flux d'activité qui va vous permettre du coup de fiabiliser l'étape de livraison, l'étape de production pour travailler avec d'autres personnes que vous à l'extérieur si vous travaillez seul au départ. Et puis sur toute la partie administrative, on en parlait évidemment. On fait les choses une fois sur un plan administratif, puis après on oublie les différentes étapes. Si on veut pouvoir le confier à une secrétaire ou si on veut pouvoir à un moment le faire un peu de façon automatique, en pilote automatique, vous voyez, on va noter les différentes étapes associées à, par exemple, je ne sais pas, l'envoi des éléments de paye, par exemple, ou la gestion de l'administration des ventes, etc., etc. La réception, enfin, vous voyez ici pour les conventions de financement, on a une préqualification, analyse territoriale, dépôt, réception de décision, etc., etc. Vous voyez, avec à chaque fois différentes étapes associées. Et donc, ça permet vraiment, pour le coup, de fiabiliser aussi les processus dès lors que vous voulez déléguer aussi la partie administrative pour qu'elle soit faite de façon rigoureuse et vérifier l'état d'avancement aussi de ces différentes progressions ou de ces différentes tâches. Est-ce que ce genre d'outil peut être synchronisé entre ordi et téléphone? Tout à fait, Léonie, ça peut l'être. Par exemple, Trello, moi, je l'ai sur mon téléphone. En plus, vous pouvez, si vous fonctionnez en gestion de projet, une fois que vous détaillez les étapes, des livrables, des deadlines, etc., vous pouvez pinguer, c'est-à-dire arrobasser des fournisseurs pour qu'ils reçoivent une notification par mail de la mise à jour d'une carte, typiquement. Et donc, vous pouvez avoir toutes les notifications et même suivre l'avancée d'un projet sur votre téléphone. C'est extrêmement utile pour le coup. Voyez, dans le métro ou sur un temps d'attente, sur un temps mort, etc. Enfin, on le disait, essayer d'aller chasser le temps là où on peut le prendre et donc essayer d'en perdre le moins possible parce que quand il y a un temps mort, typiquement, évidemment, pouvoir regarder typiquement où en est l'avancée d'un projet X ou Y, ça permet, c'est du temps qu'on ne comprendra pas sur le soir, sur des temps plutôt dédiés à la vie personnelle, quoi, clairement. Donc ça, pour le coup, c'est de la gestion de projet, c'est un outil de gestion de projet. On vous en a mis, donc là, il y aurait beaucoup plus à en dire, qu'on soit très clair. C'est vraiment une présentation sommaire. Mon but, c'est vous donner de la culture numérique, la connaissance des usages, la connaissance que ça existe, vous donner envie de vous y intéresser. Évidemment, en 1h45, on ne peut pas faire beaucoup plus. Mais en tout cas, sachez que là, c'est Trello qu'on vous a montré. Il y en a d'autres. Il y a Asana, Padlet, qui n'a pas été créé pour de la gestion de projet, mais qui peut faire le job parce que notre équipe l'utilise pour partie comme ça. Gooti, qui est un gros outil professionnel, etc. Donc, pour le coup, vous voyez, il y a plein de solutions. Et on en a éliminé, vous voyez, sur le benchmark. Et on a testé un peu ces outils avec aussi des primo-accédants, enfin des personnes en situation d'électronisme pour regarder quelles étaient leurs courbes d'apprentissage. Et c'est vrai que ces 4-là nous ont paru, pour le coup, assez faciles à prendre en main, avec des bons usages collaboratifs, un coût raisonnable, une bonne ergonomie, etc. Donc, ça vous permet potentiellement de vous y convertir, enfin tout du moins d'expérimenter d'abord leur usage. Pourquoi pas d'abord dans la vie perso, comme disait tout à l'heure Sarah, parce que Trello, typiquement, moi j'utilise dans la vie perso en tant que chef d'entreprise parce que j'ai une to-do perso, parce que évidemment le pro et le perso sont parfois en conflit, on disait dans la vie d'entrepreneur, donc on a du temps à gérer aussi, enfin on a des tâches à gérer en perso aussi, et donc on a une charge mentale là aussi à gérer, donc ça peut s'utiliser en perso, quoi. Aucune de gratuite, nous dit Estelle. Si, ce sont des modèles freemium, Estelle. Donc, ça veut dire que vous avez, par exemple, sur Trello, il y a 3 Padlet et 20 mégaoctets de téléchargement gratuits. Donc, déjà, les versions gratuites, elles vous permettent de faire pas mal de choses. Pour justement vous permettre de tester. Voilà. Mais après, dès que vous allez être un peu mordu du truc, ce qui ne manquera pas d'arriver si vous l'utilisez bien en mode gestion de projet, etc. Après, il y a des fonctionnalités ou des usages complémentaires ou des usages plus massifs qui, du coup, vont devenir payants. Mais ça, ce n'est pas tout de suite, c'est dans 1 an ou 2 ans, etc. Une fois que vous l'aurez bien en main, quoi. Voilà un petit peu sur la partie gestion de projet. Donc là, on a fait une petite démo d'usage avec capture et tout ça. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions, des feedbacks particuliers, etc. sur l'intérêt que représente ce type d'outil, le comment, du pourquoi. On est passé vite, évidemment, mais encore une fois, n'hésitez pas là si vous avez une petite question à ce stade. Je me ferai un plaisir, évidemment, d'y répondre. Tout roule. Bon, décidément, parfait. Génial.
de toute façon, vous trouverez des ressources complémentaires s'il y a besoin par la suite sur cette notion. Naomi nous dit super info. Ok, bah génial, Naomi, content que vous puissiez en apprendre davantage là-dessus. La prochaine session, c'est tous les mercredis, hein, Sarah, tous les mercredis à la même heure. Donc, c'est les 3 premiers mercredis du mois. Marty nous dit nickel, donc ça c'est bon, ça semble ok pour vous, donc c'est super. Et Sarah nous dit c'est au top, génial. On avance du coup sur la suite. Vous avez compris, le rythme est intense parce qu'on doit avoir beaucoup de choses en peu de temps. Donc l'idée c'est quand même de mettre votre temps à profit quand même. Donc là maintenant, on va parler un peu stockage des documents, partie administrative. On a parlé des relations avec l'URSSAF, on a parlé je ne parle pas de formation professionnelle, je ne parle même pas de DPAE quand vous aurez des salariés, je ne parle même pas de tout ça, mais la partie purement administrative du départ, c'est-à-dire ne serait-ce que votre cabis, ne serait-ce que ne serait-ce qu'infogreffe, ne serait-ce que l'ensemble des éléments administratifs du quotidien que vous allez manipuler souvent, vous allez avoir besoin de les stocker quelque part. Alors ça peut être sur votre ordinateur. Pourquoi pas, si c'est sur votre ordinateur. Mais on va peut-être commencer d'abord par voir où est-ce que vous en êtes là-dessus. Sur le stockage et l'organisation. Je vais vous soumettre un petit vote. Voilà. Il y a peut-être des phobiques administratifs, des phobiques administratifs parmi vous. Et donc, du coup, on vous soumet un petit sondage pour voir comment vous stockez et vous organisez votre administratif aujourd'hui. Sur le rangement de documents. Vous êtes 50% quand même, donc 12 à avoir répondu, même 54% à utiliser un cloud, donc qui savent ce que c'est un cloud et qui l'utilisent. Et on a quand même 43% qui utilisent un bon vieux classeur avec des feuilles plastiques. Donc c'est quand même important, ça fait 50-50 à peu près. Et donc, on va justement se porter aujourd'hui, on va essayer de décrire un peu ce que c'est que le cloud, hein, dont on parle, etc. On va essayer de se projeter sur des usages du cloud qui peuvent être assez, pour le coup, émancipateurs côté chef d'entreprise, pour justement essayer de retrouver très vite des documents, d'éviter de les perdre, parce que ça fait perdre beaucoup de temps pour le coup, et de les classer de façon à ce qu'on les retrouve simplement. Sarah nous dit j'utilise mon ordi et des papiers avec les doublons, bien sûr, et toujours peur de la perte, évidemment. Un classeur ou un Mari. Eh oui, le Mari, le Mari est une application extrêmement utile, Estelle, quoique pas encore numérique, mais oui, souvent le conjoint se retrouve à devoir assurer les arrières. Et donc, on va voir dans quelle mesure est-ce que on peut essayer de lui décharger une partie de cette chose-là. Estelle a beaucoup de chance, nous dit Sarah, et je suis bien d'accord avec Sarah pour le coup. Estelle c'est très bien entourée pour entreprendre. Mais si vous n'avez pas cette chance, si vous n'avez pas un mari formidable comme Estelle, eh bien, il vous reste le cloud qui ne jouera pas le rôle et la fonction d'un mari, mais qui aura d'autres vocations. Ce fameux nuage, parce que cloud, ça veut dire nuage en anglais, ça va être effectivement de retrouver ces documents depuis n'importe quel appareil, téléphone ou ordinateur, y compris si on est en guichet d'administration, que le gars vous dit non mais attendez, nous on n'a jamais reçu vos documents, madame, est-ce que vous pouvez nous le renvoyer? Vous êtes là, vous voyez, vous êtes au greffe du tribunal de commerce, ça fait à peu près 3 heures que vous attendez, et en fait vous avez un fonctionnaire charmant qui vous explique que globalement vous êtes venu pour rien. Bon, c'est pas du tout du vécu ce que je vous raconte, c'est tout à fait fictif évidemment. Vous voyez ce que je veux dire, vous qui entreprenez. Et donc là, dans ce cas-là, vous avez vos yeux pour pleurer, ou sinon vous avez le cloud pour retrouver le document, lui mettre sous le nez et lui dire j'espère que vous avez quand même une imprimante, ou alors je peux vous l'envoyer sur votre boîte mail quand même, parce que ça fait quand même 3 heures que je vous attends, puis j'ai fait 50 km pour venir vous voir, donc ce serait peut-être bien qu'on trouve un compromis, un terrain d'entente, cher monsieur ou chère madame. Et donc voilà. Et puis prévenir la perte de données, évidemment, si jamais votre ordinateur vous le perdez ou il crache, ou si votre maison elle brûle, et évidemment, je touche du bois, je ne vous le souhaite pas. Mais il y a toutes sortes de cas de figure. Alors, on peut être comme Sarah, faire des doublons, papier et ordi, et être très très prudent. Enfin, qui dit doublon dit
du coup, deux organisations, potentiellement deux organisations à tenir et potentiellement deux saisies. Il faut d'abord saisir, classer d'un côté, puis saisir, classer de l'autre, donc potentiellement 2 fois plus de temps. Donc bon, les doublons, effectivement, rassurent à juste titre, mais en même temps, ils consomment du temps. Donc, on va essayer de voir tout simplement comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une seule solution qui, elle, soit fiable. Voilà, c'est-à-dire stocker et organiser en ligne sans flipper sur la perte potentielle de ces données-là ou de ces documents. Alors, vous avez le bon vieux mode de stockage en disque dur externe, clé USB, la petite carte SD qui va bien, etc. Bon, ça ne règle pas le problème de fond. Si à un moment, le disque dur, vous le perdez, vous le faites voler ou vous le cassez, c'est retour à la case départ. Donc, pour ça que le cloud est là, pour le coup, c'est pour essayer de mettre tout ça sur un serveur à distance, stocké quelque part, de préférence en Europe. Dans le pire des cas aux États-Unis, bon, avec les conséquences qu'on connaît en termes de souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on n'est plus tellement maître de nos données. Mais en tout cas, on va essayer de le stocker, d'avoir une copie de toutes ces données sur un serveur qui lui-même dispose d'une autre copie, si les choses sont bien faites, sur un autre serveur, ce qu'on appelle un serveur de backup, ce qui fait que même si les données elles sont sauvegardées sur un serveur, si par exemple, comme le centre d'OVH a brûlé il y a quelques temps, vos données sont détruites, généralement, il y a une copie qui existe quelque part. Bon. Ça, vérifiez bien du coup au niveau de votre opérateur de cloud la politique applicable, mais enfin généralement, ils doivent prendre des mesures pour s'assurer qu'en cas d'avarie ou de pépin, vous ne soyez pas complètement le bec dans l'eau. Voilà, pour bénéficier pleinement du coup de ces avantages-là. Alors, typiquement, les avantages, on va en parler, c'est d'éviter de la perte ou de la déterrorisation ou de la détérioration de données. Typiquement, vous voyez l'humidité ou une tasse de café qui tombe sur le papier, enfin, vous connaissez la chanson. Et accéder depuis n'importe quel appareil, il faut en parler. Partager certains fichiers, les usages collaboratifs sont extrêmement importants et je vais y revenir tout à l'heure sur le cas d'usage et la mise en situation autour de tout ça. Mais par contre, vous avez des inconvénients. Bon, il faut avoir une connexion Internet pour y accéder, ça c'est sûr. Sécurité des données, ça dépend de la solution que vous choisissez. Cloud Act américain, je vous inviterai à aller voir ce que c'est. Mais du coup, quand on utilise une solution américaine, on est sous l'empire des lois américaines. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Donc là, il y a 4 solutions qui sont listées de cloud ici, vous voyez. Google Drive, Microsoft, pCloud, Dropbox. Je vais vous en montrer 2 et même 3 en fait aujourd'hui pour que vous puissiez avoir quelques éléments de comparaison de façon à pouvoir avoir des idées. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par Google, parce qu'on a quand même dit qu'il n'y avait pas que Google dans la vie, même si il est souvent difficile de s'en passer. Le chemin vers la souveraineté numérique est un long chemin, mais un chemin néanmoins à entreprendre collectivement, vous voyez, pour rester maître de notre destin. Donc, je vais commencer par vous montrer pCloud, vous voyez, qui est une solution gratuite jusqu'à un certain niveau, pour le coup. Avec une certaine taille de stockage. Donc, vous voyez, ça se présente de façon assez simple. Vous voyez, j'ai mis des petits dossiers, typiquement de cette façon-là. Et puis, vous allez vous retrouver, typiquement, vous voyez, avec un certain nombre de dossiers. C'est une arborescence de fichiers comme sur l'ordinateur. Et puis, vous pouvez classer dedans l'ensemble de vos éléments. Et ça marche en glisser-déposer, vous voyez. Donc, typiquement, si vous voulez, si vous avez, vous voyez, un petit fichier sur le bureau, vous voyez, je fais un glisser-déposer là-dessus, hop, vous avez vu, c'est quand même relativement simple à utiliser, donc ça fonctionne de cette façon-là. Puis si vous voulez supprimer derrière, vous voyez, vous pouvez le faire et vous pouvez évidemment le partager avec d'autres personnes après, soit via un lien public pour qu'ils puissent télécharger ce document-là par lui-même. Ça, c'est sécurisé, c'est comme je le mentionnais du coup sur la diapositive, c'est payant, c'est un paiement unique, c'est à partir d'une certaine taille. Donc vous voyez, vous avez 10 gigas de stockage premium, donc pour le coup, 10 gigas, c'est pas mal, ça vous permet déjà de fonctionner 1 an ou 2 sans grande difficulté. Par contre, les données sont stockées USA et Luxembourg, directement, donc avec les conséquences du Cloud Act. Vous voyez, on vous a mis un petit lien en dessous qui est stocké. Dropbox, la plupart d'entre vous connaissent déjà, vous retrouverez des éléments dessus sur cette solution-là, et sur l'espace apprenant, sur le Padlet.
Mais là, on va voir évidemment une autre solution que certains d'entre vous connaissent certainement. C'est évidemment la solution de cloud de Google, qu'on appelle évidemment le Drive. Donc là, vous voyez, j'étais sur l'agenda. Quand vous créez un compte Google, vous avez évidemment tous ces services-là qui sont ouverts avec le compte Google. C'est pour ça qu'ils sont très forts, c'est qu'ils ne vous proposent pas un service, puis après, vous êtes un peu coincé dans l'écosystème. Enfin, il faut reconnaître que certains de ces services sont quand même, pour le coup, performants ou très performants. Et donc, vous voyez, ici, on a donc parmi tous les applications du coup associées au compte Google, si vous en avez créé un, vous avez donc le Drive. Et évidemment, le Drive va plus loin que pCloud, parce que le Drive, pour le coup, offre déjà une fonctionnalité, ça de recherche de fichiers, pour le coup, ça, c'était le cas pour pCloud aussi, mais ça offre des fonctionnalités collaboratives. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, sur un fichier donné, vous pouvez évidemment laisser des commentaires, vous voyez, de ce type-là. Vous pouvez pinguer quelqu'un, c'est-à-dire lui assigner une tâche directement, un peu en mode gestion de projet, partager un lien soit public, vous avez vu, soit directement un lien où vous pouvez paramétrer les droits que la personne va avoir sur le fichier, etc., fichier par fichier. Donc, pour le coup, ça va plus loin. Et puis, vous l'avez compris, vous avez une suite bureautique qui est intégrée avec du traitement de texte, Excel, etc., ce genre de choses. Alors, ce n'est pas du Excel ou ce n'est pas du traitement de texte qui va aussi loin que la suite bureautique que vous pouvez trouver en payant chez Microsoft ou LibreOffice ou si vous voulez une suite gratuite et open source. Mais vous avez quand même un tableur qui permet de faire un certain nombre de choses déjà quand même. Pas de pousser des usages, mais enfin quand même. Donc ça, vous voyez, c'est la solution quand même de facilité de l'entrepreneur, c'est d'avoir un drive. Bon, par contre, vous l'avez compris, les données ne vous appartiennent pas. Elles vous appartiennent de façon assez modérée puisque elles sont stockées chez Google, donc elles sont analysées, étudiées, elles servent. Vous en êtes quelque part le propriétaire de façon assez relative, quoi. Donc là, vous pouvez lire des conditions générales d'utilisation de ces données si ça vous intéresse. Mais évidemment, c'est un paramètre à prendre en compte extrêmement important. Bon, après, l'avantage, c'est que vous voyez, c'est quand même assez simple. Vous pouvez créer un dossier facilement, créer votre arborescence, déplacer des fichiers de l'un à l'autre. Mais par contre, vous n'avez pas de copie sur votre ordinateur. Donc, supposons qu'il y a un véritable… Donc, il faut regarder dans les conditions générales chez Google pour voir s'il y a une copie de vos données quelque part sur un serveur. Si jamais le data center prend feu, savoir si vous avez une chance de revoir un peu vos données. Donc ça, vous pouvez regarder. Là, si vous faites une utilisation gratuite du Drive, vous pouvez regarder, mais vous n'êtes pas un utilisateur qualifié de professionnel par Google. Donc, ça veut dire que le régime de priorité sur le serveur de backup, c'est-à-dire la duplication des données ailleurs, il est fonction aussi du niveau d'utilisateur que vous êtes. Et en l'occurrence, vous êtes un utilisateur qui ne paye pas à ce stade. Voilà. Donc ça, c'est une solution de facilité effectivement assez répandue. Alors, je vous parle du Drive parce qu'il y a les fonctions collaboratives qui sont aujourd'hui inégalées, sauf par Microsoft 365, qui vous permettent, par exemple, donc là, je vais vous donner un élément, si vous travaillez avec des fournisseurs, par exemple, donc nous, en l'occurrence, ce sont des gens qui vendent des ordinateurs, vous voyez. Vous avez un tableau de ce type-là sur lequel vous suivez les stocks, les commandes, etc., parce que malgré tout, on a quand même besoin d'Excel, en plus de Trello, pour suivre ces commandes, vous voyez. Donc ça, c'est toutes les livraisons qui sont faites chez les clients, n'est-ce pas? Mais vous avez une fonctionnalité extrêmement utile, c'est que vous pouvez, en fait, vous abonner au tableau. Donc, c'est-à-dire avoir une notification dès lors que le tableau est mis à jour en temps réel par votre fournisseur. Et ça, effectivement, c'est un peu irremplaçable parce que globalement, donc, soit vous pouvez avoir un brief journalier, soit une notif par mail dès que le tableau est mis à jour. Parce que du coup, ça vous permet de travailler en temps réel avec votre fournisseur le cas échéant. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même extrêmement pratique pour le collaboratif. C'est généralement pour ça qu'on utilise la suite Drive. Quand on utilise la suite Drive, c'est aussi pour ces fonctionnalités-là, très clairement. Voilà effectivement pour la partie Google Drive. Et puis, vous avez une autre solution qu'on utilise qui, elle, est plus safe. À mon sens, elle a les avantages sans forcément avoir les inconvénients.
C'est-à-dire que le coût de mise en place n'est pas gratuit, immédiat comme Google, mais par contre, il me semble que les avantages sont plus nombreux. Cette solution, elle s'appelle Nextcloud. Donc, vous retrouvez la possibilité de faire une recherche genre des fichiers par nom, vous voyez, par exemple. Donc là, si on veut les déclarations URSSAF, vous voyez, on peut accéder en prise directe via une recherche par mots-clés au dossier, voire aux fichiers qui comprennent le nom URSSAF. Donc, c'est pour ça que le nom des fichiers va être extrêmement important quand vous commencez à stocker vos documents administratifs, parce que c'est ce qui va vous permettre après de les retrouver d'un clic d'un seul, et donc de gagner beaucoup de temps par rapport à un classeur avec les bonnes vieilles feuilles plastiques. Mais disons que l'avantage, si vous voulez, de cette solution, c'est que vous pouvez accéder, vous avez vu, par le web, vous avez vu, avec un lien dans un navigateur, etc. Puis vous avez évidemment un compte avec un identifiant et un mot de passe à la création, donc qui est à configurer. Ça demande du coup d'être mis en place par un prestataire, genre un prestataire informatique. Enfin, nous, vous savez que dans l'équipe, on sait faire ça, donc on l'a fait nous-mêmes, et on le fait parfois pour d'autres entreprises aussi, comme pour le RP, j'en parlerai tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, une fois qu'on est connecté du coup sur le cloud, vous avez l'ensemble des dossiers, donc direction, commun, etc. Vous pouvez évidemment paramétrer les droits de chaque dossier pour voir qui a accès à ces fichiers ou à ces dossiers. C'est ce qu'on pouvait faire aussi sur le Drive, souvenez-vous. Ici, directement, si on veut ouvrir les droits directement d'un fichier en question, ça se passe avec partager. Vous voyez ici, et puis là, en rentrant un mot de passe en question pour une personne donnée, si elle a un compte Google, elle pourra accéder au fichier. Si elle n'a pas de compte Google, il faudra donc lui ouvrir un lien public, ce qui n'est pas très du coup RGPD, c'est-à-dire respectueux des données personnelles, mais parce que ce lien public peut être transféré à n'importe qui. Donc, s'il y a des données d'utilisateurs sensibles dedans, vous êtes plus tellement conforme avec le cadre européen de protection des données personnelles. Mais sur Nextcloud, vous voyez, ça se passe comme ça. Vous pouvez paramétrer dossier par dossier ou fichier par fichier qui a accès à quoi, en rentrant l'adresse mail typiquement de cette personne avec laquelle vous voulez travailler. Et vous pouvez également lui transmettre un lien pour qu'elle puisse télécharger un fichier, enfin une pièce volumineuse par exemple. Vous pouvez passer évidemment par Nextcloud. Le gros avantage par rapport à ce que soulignait Sarah, je crois tout à l'heure, c'est que vous avez une copie en fait de l'ensemble des fichiers qui sont sur Internet. Enfin, vous avez une copie qui est faite de façon automatique et synchronisée sur votre ordinateur. Ce qui veut dire que si vous parlez de votre ordinateur, eh bien, vous avez toujours la copie en ligne. Mais si jamais le data center brûle, vous avez toujours la copie de vos fichiers sur votre ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ça vous recrée le doublon dont parlait Sarah tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ce que j'ai sur le web, j'en ai une copie synchronisée ici automatiquement. Ce qui veut dire que il faudrait que le data center brûle et que je me fasse voler mon ordinateur le même jour pour vraiment que je perde tout. Ce serait vraiment pas de bol. Bon, si jamais ça arrive, il ne faut surtout pas jouer au loto. Il faut vraiment changer de jeu et pas jouer au poker non plus d'ailleurs. Enfin bref, il faut pas croire dans votre bon Dieu. Mais en fait, en pratique, ça a peu de chances d'arriver. Donc, pour le coup, c'est assez safe de ce point de vue-là, quoi. Et c'est une solution qui est très safe du point de vue des données personnelles, de la souveraineté numérique, pour le coup. C'est pour ça qu'on l'utilise chez IPRA, mais aussi l'une des raisons pour laquelle vous pouvez vouloir l'utiliser. Le ticket d'entrée est un petit peu plus onéreux au départ, parce qu'il faut quelques centaines d'euros et passer par un fournisseur pour la mettre en place. Mais voilà, souveraineté sur vos données d'entreprise, accès par le web depuis n'importe quel endroit. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone aussi, espace de stockage à voir avec votre fournisseur. Vous pouvez demander à votre fournisseur même de créer un serveur de backup avec une copie des données. L'avantage, si c'est vous qui gérez l'hébergement avec un fournisseur, un hébergeur particulier, c'est au moins vous êtes libre de votre politique des données, donc vous pouvez choisir aussi un peu les copies et les serveurs de sauvegarde. Et puis vous avez des modalités collaboratives intéressantes et très intéressantes sur Nextcloud aussi. Alors pas du niveau du Drive, au sens où vous pouvez permettre de commentaires, etc., mais vous pouvez quand même vous retrouver sur Nextcloud aussi un outil de gestion de projet, de tâches, de listes, etc. C'est un outil assez puissant qui se développe beaucoup. Donc, je vous en parle parce que pour le coup, il a potentiellement des choses à vous apporter de façon claire, quoi.
voyez, et puis vous avez aussi Microsoft, la suite Microsoft évidemment, dont je n'ai pas parlé, mais que la plupart d'entre vous connaissent, puisque si vous avez un ordinateur avec Windows, ce qui n'est pas le cas chez nous, chez IPRA, puisqu'on utilise, on utilise Linux, toute l'entreprise, mais si vous avez Windows, eh bien, vous pouvez vous récupérer un compte Microsoft avec un cloud intégré, etc. Voilà, modulo le fait que sur Windows 10, par exemple, si vous n'êtes pas encore passé au 11, eh ben, vous vous retrouvez avec une grosse partie de toutes vos données d'ordinateur qui sont dans le cloud. Alors, bon en termes de souveraineté numérique et de vie privée, ça me pose un souci, mais il y a plein de gens que ça n'interroge pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut tout à fait utiliser cette solution-là exactement. Voilà un petit peu pour stockage, classement. Et puis, voilà, sur les solutions collaboratives, là, on vous a comparé Google Drive avec Office 365, puisque Office 365, maintenant, offre des fonctionnalités collaboratives aussi. Et donc, pour le coup, ça offre une synchronisation simultanée que le Drive n'offre pas. Il n'y a pas de copie des fichiers en local, comme on dit, c'est-à-dire sur l'ordinateur de façon synchro. Donc, c'est bien d'avoir ce petit tableau pour savoir si vous partez directement stocker vos fichiers sur le Drive ou si vous utilisez Office 365 sur votre ordinateur Windows si vous avez un ordinateur Windows. Donc, voilà, ce petit tableau vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et vous le retrouvez dans votre espace apprenant par la suite, évidemment, et dans le replay. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions, d'ailleurs? On va peut-être s'arrêter là pour cette phase-là. Est-ce que vous avez des questions sur le cloud, comme disent les Français? Est-ce que vous avez des questions sur le cloud, sur l'organisation, gestion de fichiers, etc. Sarah nous dit non. Non, tout est OK, tout est en place. Sur Office 365, je passais très vite, c'est vraiment la solution cloud de Microsoft fournie avec l'ordinateur Windows qui offre notamment une solution bureautique partagée, collaborative, un peu comme sur Google Drive. Donc c'est vrai que je suis passé assez vite là-dessus, mais voilà, je le redis pour celles et ceux qui s'interrogeraient là-dessus. Donc pour Rémi, c'est bon aussi, ouais, mais pour les autres, c'est OK. On est ensemble. Vous avez bien... Il n'y a pas de questions particulières sur ces points-là. Non, Marty, c'est bon. OK. Benoît aussi. Nickel. Léonie aussi. Bon. Très bien. Tout le monde va bien. On est en place. Véronique nous dit qu'elle utilise Google Drive, mais qu'elle s'interroge pour un autre espace de stockage. Vous voyez, Véronique, ça vous donnera peut-être matière à réflexion. Nextcloud, pour le coup, pCloud ou ces autres solutions ont des choses à proposer en matière de souveraineté numérique ou en matière même de fonctionnalités de base. Il y a des choses intéressantes. Alors, c'est les coûts mis en place parfois qui ne sont pas la gratuité, parce que les Américains ou les solutions américaines dont on parle ici, elles nous ont généralement, par le fait que c'est gratuit et c'est instantané à la mise en place. Donc, généralement, on est très pressé et parfois un peu paresseux au départ. Bon, c'est après une question d'ambition aussi qu'on a par rapport à des attentes par rapport au numérique aussi. Mais voilà, en tout cas, vous aurez matière, Véronique, à réfléchir à tout ça si vous voulez explorer d'autres solutions. Bien, écoutez, on entame le dernier versant nord de cette ascension, du coup, avec le RP, avec les solutions de RP, etc., notamment avec ce qu'on appelle la gestion de la compta. Alors, ça a été dit tout à l'heure, pour pas mal d'entre vous, création de devis, création de factures, c'est un peu une plaie, n'est-ce pas? Et donc, on va vérifier ça de façon un peu plus empirique. Comment est-ce que vous gérez votre compta aujourd'hui? Alors, effectivement, j'aurais dû rajouter peut-être une réponse possible à cette question-là. C'est-à-dire peut-être certains d'entre vous utilisent déjà un ERP, genre quelqu'un ne répondait pas au sondage, vous pouvez mettre directement une réponse dans le chat. Mais en tout cas, sur la gestion de la compta aujourd'hui, vous êtes 50%, donc pour l'instant on a 5 et 3, 8 personnes qui ont répondu au sondage, 9 personnes sur les 13 présentes parmi nous. On a 6, 3, 11 personnes, il ne nous manque plus que 7, 3, 12 personnes, il ne nous manque plus qu'une personne qui n'a pas répondu. Voilà, tout le monde a répondu au sondage et je vous en remercie. On a 62% qui scannent et qui envoient au comptable chaque facture. On a
15% qui envoient un sac poubelle de facture papier à votre comptable tous les trimestres. Bon, c'était pour la petite blague, mais en fait, il y a pas mal de gens qui font ça. Donc, en fait, c'est pas tellement une petite blague et les comptables s'arrachent un peu les cheveux, mais bon, c'est leur travail. Enfin, vous pouvez penser que c'est leur travail. Vous avez quand même 23% qui disent bon, bah, je cherche une solution pour faire les choses de façon plus élaborée à ce niveau-là. Martine nous dit j'ai toujours pas fait de facture, mais je compte en faire et j'ai aucune idée de comment procéder. Écoutez, c'est génial, Martine. On va vous donner des billes là-dessus pour que vous soyez un peu moins désorienté par rapport à ces premières factures quand même. Hein. Première facture, c'est quand même un moment solennel. Jérémy nous dit j'ai un logiciel avec la société comptable. Oui, donc là, Jérémy nous dit c'est c'est le comptable qui vous fournit directement une solution d'interfaçage. Certains comptables le font. Et Naomi nous dit pareil, le comptable vous fournit une solution directement. Alors Jérémy, Naomi, est-ce que vous pouvez dire ce que cette solution-là vous permet de faire aujourd'hui? Vous déposez les pièces, j'imagine, directement sur cette solution-là. Qu'est-ce que vous faites d'autre, du coup, en matière de compta? Est-ce que vous pouvez juste préciser? Estelle nous dit c'est pas le sujet parce que la société n'est pas encore ouverte. Et Léonie nous dit je fais tout manuellement sur Canva ou sur Office. D'accord. Ok. On va justement voir comment est-ce qu'on peut sortir de l'artisanat à ce niveau-là, parce que les solutions manuelles sur Canva ou sur Office vont avoir des limites assez importantes qu'on va voir ensemble. Jérémy nous dit le Jérémy a tout en simultané, devis et facture. D'accord. C'est quoi? C'est un ERP du coup, Jérémy, que vous utilisez du coup avec la comptable, ou c'est autre chose? C'est-à-dire que c'est le comptable qui vous a proposé une solution logicielle qui vous permet de faire des devis et des factures, ou alors c'est vous qui avez mis en place cette solution-là directement? Parce qu'effectivement, les comptables généralement proposent des solutions qui permettent de scanner automatiquement parfois des écritures, enfin de rentrer des écritures automatiquement. C'est un ERP, nous dit Jérémy. Très bien, parfait. Véronique nous dit je vais devoir travailler sur différents outils, le mien et ceux de mes futurs clients. Très bien, le logiciel du comptable est trop cher. Oui, parce que les comptables ils proposent parfois des solutions un peu trop dimensionnées pour nous qui sommes en création. Vous pourrez mentionner, Léonie, d'ailleurs, pour le chat, c'est intéressant pour les autres de savoir quelle est la solution que votre comptable vous a proposée et à quel prix. Ça permettra peut-être de donner des ordres de grandeur, de comparaison à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Pour justement se faire une idée de la chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ERP? Eh bien, je vous pose la question. Jérémy sait, lui, puisqu'il en utilise déjà. D'ailleurs, vous pouvez nous mettre dans le chat, Jérémy, quel ERP c'est que vous utilisez. Et Léonie nous dit le logiciel du CER France autour de 30 € par mois de mémoire. D'accord, très bien. Alors, ce que c'est qu'un ERP directement, on va voir ça tout de suite en fait, ni plus ni moins, avec un écran partagé et puis avec une idée, on va faire une idée plus précisément. Alors un ERP, c'est un endroit dans lequel vous rentrez des tiers d'abord. Il faut que je me reconnecte évidemment pour qu'on soit dessus. C'est un endroit dans lequel on rentre des tiers. Ça peut être des fournisseurs évidemment. Genre quand on crée un tiers, ça peut être évidemment des clients. Ça peut être des fournisseurs. Si c'est des fournisseurs, ils sont ni clients ni prospects par définition. Vous avez vu? Ou alors ils sont fournisseurs ici, oui. Et donc vous rentrez état, adresse, mail, web, téléphone, etc. Et puis vous pouvez y ajouter des contacts alternatifs pour notamment votre base de données. Pas inutile quand on commence à essayer de se projeter un peu loin. À un moment ou à un autre, si c'est des prospects, on va peut-être vouloir les recontacter même si on ne les transforme pas tout de suite. Donc, ça peut être quand même intéressant d'avoir ça en tête. On a des tiers donc. Et puis, ces tiers nous permettent potentiellement de créer des devis qui leur sont directement associés. Alors, comment ça marche, vous voyez? Donc là, j'ai mis une proposition commerciale. Donc là, on est sur la partie émission de devis. Donc, je dois choisir un tiers qui a déjà été rentré préalablement. Vous l'avez compris. Donc là, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais prendre e-inclusion. On va considérer que c'est à ce tiers-là qu'on souhaite faire un devis. Vous pouvez régler la date, la durée de validité du devis, évidemment, très important. Les conditions de règlement, telles quelles, que vous pouvez programmer, paramétrer.
la méthode, tout ça, ce sont des champs qui sont optionnels, mais vous pouvez aussi les renseigner, méthode d'expédition, date de livraison, projet, etc. Mettre une note selon le client, donc privé que vous seul verrez, public que le client est susceptible de voir, et puis vous pouvez créer un brouillon. Et là, vous voyez, là, ça commence à devenir intéressant parce que là, on va pouvoir créer des devis de façon automatisée. Vous voyez, ici, vous avez une liste de produits, ici directement, que vous allez rentrer dans un ERP. Généralement, ici, c'est à cet endroit-là, produits et services. Donc, vous rentrez vos produits et vos services ici, avec des références, un prix, un stock, etc., un taux de TVA, etc., etc. Et puis, ces mêmes produits-là, vous les retrouvez, du coup, vous les retrouvez dans je vais prendre cet exemple-là. Vous les retrouvez dans vos propositions commerciales. Donc, quand vous éditez une proposition commerciale, vous voyez, ici, vous choisissez une liste de produits. Donc, l'avantage, c'est que vous avez déjà les prix qui sont rentrés, les taux de TVA et la description des produits directement. Donc, vous voyez, hop, j'en fais ajouter. Ça s'intègre automatiquement sur la ligne du devis en question. Vous voyez. L'avantage, c'est que vous avez du coup, après, vous voyez, donc le devis est généré automatiquement. Donc ça, c'est un aperçu avec l'adresse directement, les mentions légales d'un devis, la durée de validité, etc., les prix hors taxes, etc., la TVA différencier si il y a une TVA différenciée, le RIB pour que vous puissiez, vos coordonnées pour être réglées, et le nécessaire pour que ce soit caché, date, signature, mention, bon pour accord. Vous voyez, l'avantage, c'est que là, j'ai sorti un devis, si je passe du temps, j'ai sorti le devis en 5 minutes. J'ai une trace qui me permet de continuer à suivre ce devis et qui me permet potentiellement de l'envoyer directement de façon automatique, de suivre son évolution et de garder une trace historique pour voir s'il est toujours transformé, en attente, etc. Vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, d'autant plus fondamental que si jamais il est validé, ce devis, je vais pouvoir le transformer en facture directement à partir de là. Et je garderai une trace évidemment de la proposition et de la facture. Et tout ceci de façon automatisée aussi. Ce qui veut dire qu'après, quand je vais devoir faire l'export à mon comptable de toutes mes factures, donc de toutes mes factures clients et de toutes mes factures fournisseurs, je vais pouvoir générer un export automatique de toutes mes factures du trimestre ou du mois donné. Du coup, plutôt que de lui transmettre facture après facture, je peux lui faire un export en masse en fait. Donc, du coup, je gagne beaucoup de temps directement sur ce volet-là des choses. Idem pour les notes de frais, vous voyez ici, elles peuvent être envoyées automatiquement directement. J'ai même une fonctionnalité de suivi des caisses, de ma trésorerie, si jamais je tiens bien à jour l'ensemble de mes éléments, etc. Et puis, j'ai même des onglets de gestion de projet, parce qu'en fait, c'est un ERP, donc c'est vraiment, je vais y revenir sur ce que c'est vraiment après un ERP. Vous pouvez ajouter énormément de modules différents selon les usages, genre d'entreprise que vous avez. Donc, là, on a juste des fonctionnalités de base que je vous montre aujourd'hui qui correspondent un peu aux attentes que vous aviez un peu tout à l'heure. Voilà, je vous montre ça, c'était pour vous montrer un peu en situation ce que ça donne. Puis on va essayer de regarder. Alors, on a Véronique qui nous dit les logiciels Sage, EBP, Héraclès. D'accord, donc Véronique, vous dites ça. Donc ça, c'est tous les logiciels avec lesquels vous allez devoir travailler pour vos futurs clients. Donc leurs ERP à eux, très bien. Marty nous dit que c'est gratuit. Il existe certains ERP qui sont gratuits, Marty, mais vous devez toujours payer la mise en place, l'installation, etc. La plupart du temps. Et donc, considérez qu'un ERP, c'est quelque chose dans lequel vous devez investir parce que le temps que vous allez gagner, il représente largement l'investissement que vous allez commettre au début. Comme pour l'automatisation des prises de rendez-vous, comme ces trucs-là, le coût des solutions, généralement, est largement inférieur au temps que ça vous fait gagner et à la praticité que ça représente, au suivi, à la performance opérationnelle que vous allez gagner dans votre activité. Bon, là, je n'ai pas parlé du suivi des stocks, etc. J'aurais pu en parler. Martine nous demande, est-ce que cet ERP est gratuit? Oui, c'est un ERP genre open source, c'est-à-dire que vous ne payez que la mise en place. Donc, typiquement, nous, on le déploie chez des partenaires.
on met en place juste, genre, on achète le serveur, on déploie le serveur, sur le serveur cette solution, on configure, on paramètre le RP pour le client, évidemment, parce que c'est un peu technique. Et puis après, on lui livre pour qu'il soit prêt à l'usage, fonctionnel, directement utilisable depuis n'importe quel navigateur Internet, pour qu'il ait des comptes dédiés, etc., des droits ouverts selon les utilisateurs, s'ils sont plusieurs dans l'entreprise, etc., etc. Vous voyez, donc, c'est un ERP, on va dire, clé en main, très très bien pour commencer son activité de Libar. Vous voyez, que je viens de vous montrer. Mais il y en a évidemment d'autres de RP qui existent et beaucoup de fonctions qui sont couvertes. Donc, la question des stocks, évidemment, en est une, le suivi des stocks. Genre un RP permet de faire ça, à condition qu'il soit bien configuré pour savoir où est-ce que vous en êtes. Il permet de gérer les congés aussi des salariés, si vous en avez, pointage. On a certains partenaires qui nous ont demandé pour faire du pointage et traiter les notes de frais aussi. Tout ça, mais tout ça existe pour le coup et peut être traité par un ERP. Ça permet aussi de suivre le paiement des cotisations sociales, des URSSAF, etc., en stockant ces pièces-là directement dessus, en rapport avec des paiements spécifiques qui ont été faits. Et on a un petit module, donc là, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais sur la partie démarche administrative, on a mis quelques ressources dans l'espace apprenant que vous pourrez retrouver directement en rapport avec ça. Mais là, on va essayer de finir sur les ERP directement. Et je disais, en termes de suivi des finances, ça permet de suivre ces recouvrements. Alors, je ne le mentionnais pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous le remontrer peut-être. Suivre ces recouvrements, c'est absolument pas anodin parce que, vous voyez, sur des devis, par exemple, si vous en sortez beaucoup, à un moment ou à un autre, vous allez vouloir savoir, vous voyez, vous pouvez programmer des alertes en retard, etc., à partir d'un certain temps. Mais sur la partie facture client, vous allez vouloir savoir si les factures, elles sont payées ou impayées. Et ça, vous pouvez dès qu'une facture est payée, vous allez effectivement pouvoir saisir le règlement et de cette façon-là, sortir la facture du coup du pipe de recouvrement qui est le vôtre. Donc typiquement, vous voyez, c'est vraiment pour le recouvrement et pour le suivi commercial, même ça a même beaucoup de sens. C'est pour ça que pour Dolibar, on parle d'un ERP CRM, il fait vraiment les deux, quoi. Il fait à la fois une partie du volet commercial et une partie du volet back-office. Les deux étaient souvent entremêlés, quoi. Et ça, cet ERP, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément de temps, de gain de temps pour le coup. Pour la petite info, ça s'appelle Enterprise Resource Planning, ça s'appelle. C'est de l'anglais. Sa fonction, c'est d'intégrer ces données dans le même outil, en fait, d'avoir un outil qui centralise un peu tout ça et d'automatiser le traitement au maximum pour vraiment réduire drastiquement le temps passé en back-office et avec la comptable. Donc, ça va réduire le temps de la comptable. Donc, vous allez pouvoir potentiellement lui demander de payer moins parce qu'elle facture du temps de travail. Et vous allez aussi, vous, y passer moins de temps, en fait. Donc, du coup, tout le monde y gagne au moment de la déclaration de TVA trimestrielle, au moment du bilan, au moment de la situation intermédiaire, si vous en faut une, etc. Donc, vraiment, outil à mettre dans toutes les escarcelles, quoi. Vous avez, du coup, alors, il y a peut-être une solution de Sarah qui est en train de taper. Donc, peut-être on va prendre la question avant juste d'aborder la suite du coup de la partie ERP. On a Rémi qui nous laisse, du coup on le salue bien amicalement du coup, et puis on espère le retrouver prochainement sur un autre webinaire. Et on en termine du coup avec le choix de l'ERP. Alors il y a plein de solutions d'ERP qui existent. On vous a mis des comparatifs. Vous avez des ERP généralistes, c'est le cas de Dolibar par exemple, et des ERP métiers. Si vous êtes dans un secteur d'activité bien précis, on parlait du coup de l'opticienne tout à l'heure. Il y a certainement des ERP spécifiques à l'optique qui permettent d'être connectés directement mutuels, directement et qui offrent des fonctionnalités spécifiques à votre métier. Donc dans ce cas-là, il faut regarder si vous avez un secteur d'abord, s'il y a des ERP métiers spécifiques à votre secteur qui répondent à des problématiques spécifiques de votre activité. Les ERP métiers sont pensés par des éditeurs spécialisés. Ils sont généralement plus chers à mettre en place dans la mesure où c'est des solutions vraiment où le code est fermé, des solutions propriétaires où vous devez payer des coûts de licence importants, etc. Et vous pouvez
pas forcément personnalisées. Les fonctionnalités, elles sont censées être pensées pour vous d'emblée. Si vous avez des besoins de personnalisation, il faut payer, quoi, tout simplement. Tandis que les ERP généralistes, vous pouvez trouver des solutions open source comme Odoo, comme Dolibar, qui ne représentent pas de coût de licence au départ, mais qui vont vous permettre d'utiliser la solution gratuitement, mais avec juste des coûts de setup, des coûts de mise en place au départ pour le lancement, quoi. Voilà. Donc, 3 types de ERP, je disais. On a Naomi qui nous quitte aussi. C'est le cas de ceux que j'ai donnés, Véronique, qui sont spécialisés dans le monde du bâtiment. Donc vous voyez, Véronique, vous êtes concernée par la chose. Et donc, il y a 3 modèles potentiellement de modèles économiques derrière les ERP. J'y reviens pas forcément. Vous trouverez des solutions, des infos spécifiques là-dessus si ça vous intéresse directement. Vous voyez, ici, c'est quelques exemples de ERP métiers, Copilote ou Gspring pour certains secteurs d'activité. À vous de faire la recherche pour votre secteur, pour voir, bien sûr, ce qu'il en est précisément, pour voir si c'est un ERP généraliste ou spécialisé qui va s'appliquer. Voilà quelques exemples de ERP du coup généralistes qu'on peut vous conseiller. Vous avez vu Dolibar, il y a aussi Odoo, OpenConcerto, etc. qui sont très très bien. Et on vous a mis quelques éléments de comparaison là-dessus pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même des forces et des faiblesses du coup de chacun d'entre eux. Voilà un petit peu. Est-ce que sur la partie ERP, est-ce qu'il y a des questions ou des feedbacks particulièrement ou pas? On arrive à la fin de ce webinaire, donc c'est le moment du coup de vous lâcher. S'il y a des choses qui vous paraissent nécessiter. Voilà, Alexandre, nickel. Léonie, ok, super. Il n'y a pas de questionnement, donc c'est parfait. Ok, beaucoup de nouvelles connaissances pour Sarah. Génial, Sarah, on est très heureux du coup de ce feedback. Benoît nous dit c'est top. Estelle nous dit non, merci, c'est très bien. Donc, a priori, pour cette séquence, c'est bon. Il y a une dernière séquence qu'on avait intégrée parce que tous ces services, ils demandent des mots de passe. Et donc, évidemment, la gestion des mots de passe et des identifiants peut représenter quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, on vous a mis là, je ne vais pas le passer en revue, mais retrouvez ces ressources sur le Padlet. On vous a mis des solutions de gestionnaire de mots de passe. Parce que c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps à perdre ces mots de passe, à les reconfigurer, les réinitialiser, etc. etc. On appelle ça le digital management. Plus vous ouvrez de services, plus ça peut devenir un sujet. Donc, on vous a mis des billes sur la gestion des mots de passe pour le coup. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il en est là-dessus. On a fait un comparatif pour vous de ces solutions-là. N'hésitez pas, il y en a qui sont gratuites et pour le coup qui permettent déjà de faire des choses très, très utiles à ce niveau-là, quoi. Véronique nous dit beaucoup de recherches à faire pour faire le bon choix. Effectivement, Véronique, l'idée, c'est de vous lancer dans la réflexion, de vous appuyer sur des ressources pour choisir et bien choisir. Mais après, évidemment, il y a une petite partie de recherche, mais regardez bien les critères que l'on a retenus pour le RP, qui sont normalement ici. Les coûts de mise en place, coûts de setup. Ne regardez pas que les coûts à court terme, hein. Il vaut mieux parfois mettre des coûts à court terme plus importants et il gagne à long terme que payer un coût mensuel qui va s'étaler sur plusieurs années et qui à la fin va dépasser le coût de mise en place, le coût de setup initial. Donc, il faut bien comparer ça, faciliter, éditer et regardez bien les fonctionnalités, les usages dont vous allez avoir besoin. Et si vous pouvez, appuyez-vous sur un ERP généraliste, hein, clairement, dans un premier temps, sauf si vous êtes sur un métier spécialisé et auquel cas, il faut partir directement sur un ERP métier. Et puis voilà, veillez à ce que votre prestataire puisse parfois vous accompagner à la prise en main du soft en lui-même, si jamais vous avez besoin de comprendre comment ça marche, qu'il puisse au moins vous donner des ressources pédagogiques, etc. etc. Donc, que ce ne soit pas quelqu'un de purement technocentré ou que vous puissiez avoir d'accompagnement, parce qu'on gagne énormément de temps à payer une formation aussi au départ. C'est-à-dire que c'est l'investissement à court terme et qui nous fait gagner du temps à long terme parce qu'on maîtrise des usages,
on maîtrise les subtilités. Donc, on fait le bon usage tout de suite. On n'entretient pas de sentier de dépendance, si vous voulez, ou de dette technique, on appelle ça, vis-à-vis du fait qu'on a mal configuré le logiciel, on l'utilise mal pendant un moment, puis après, on doit rectifier les choses. Ça peut prendre plus de temps au départ. Donc, investir dans le setup et dans la formation sur le RP, typiquement, c'est quelque chose qui va pour le coup vous rapporter à long terme. Donc, ne voyez pas que le court terme, voyez le long terme aussi. Pensez d'abord au long terme, pour le coup, parce que voilà, vous allez très vite récupérer les investissements que vous avez faits sur ces solutions-là, en temps, en énergie et même en coût vis-à-vis de vos prestataires. Je parlais du comptable tout à l'heure, mais ça peut être d'autres types de prestataires, quoi, clairement. Donc pensez-y. Et voilà, si un ERP généraliste fait le café, sur Odoo, il y a des prestataires. Sur Dolibar, nous, on peut vous aider, mais d'autres aussi dans l'écosystème. Donc, vous n'hésitez pas sur ce plan-là à vous tourner vers les professionnels en question pour vous renseigner à fond. Voilà un peu l'origine. L'origine du monde, j'allais dire, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est la fin de ce webinaire. Du coup, je vous remets évidemment le Padlet dans le chat, ici. Donc ça, c'est votre espace apprenant à vous, avec évidemment un petit mot de passe. Je mets également dans le chat et qui est sur cette slide-là, directement, parce que l'espace apprenant est protégé par un mot de passe. Donc, sachez-le, évidemment. Du coup, si vous souhaitez y accéder. Merci beaucoup, Alexandre, du coup, pour vos remerciements, du coup. J'espère que vous en avez tiré, du coup, de la substance pour la suite pour vous, pour gagner du temps, automatiser, fiabiliser, gagner en productivité, pour avoir plus de liberté ici, dans la tête et aussi dans vos marges de manœuvre. Parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est un peu un sport de combat, donc il vaut mieux économiser son temps et son énergie pour les causes qui en valent vraiment la peine. Et pour ça, pour le coup, voilà, passer 30% de son temps au back-office, au départ, c'est compréhensible, mais il faut que ça baisse. Il faut que ça baisse assez vite, parce que sinon, on perd la motivation. La partie gestion du temps, gestion des tâches subalternes nous bouffe un peu. Et on est en création, donc il faut qu'on reste dans cette genre état d'esprit créatif pour tenir la dragée haute. Donc j'espère que ce webinaire vous y permettra. Merci à tous du coup d'avoir participé. Et puis j'espère vous retrouver sur un prochain webinaire très bientôt. Merci Sarah également. Merci Ryan, Alexandre et tout ça. J'envoie des petits sondages rapidement pour que vous puissiez donner votre avis sur le webinaire, évidemment, sur les explications, sur la qualité d'animation, sur le thème de la conférence, sur le fait de savoir si l'heure vous convient. Donc, je lance ces 4 sondages du coup. Normalement, ils devraient apparaître assez vite. Voilà, et moi, je dois voter pour que vous puissiez les avoir. Il y a 4 petits sondages, c'est très rapide à faire. Voilà. Ça, je mets oui aussi. Ah oui, non, ils sont toujours au stade des brouillons. Hop, donc je vous publie le premier. Je vous publie même le deuxième. Voilà. Je vous publie le troisième. Hop. Et le quatrième. Voilà. On en finit par là, par des petits questionnaires pour voir si tout était OK pour vous, clair, de qualité, d'animation, etc., etc. Important pour nous d'avoir vos retours à ce niveau-là. Donc voilà, moi, je vais également soumettre le vote, du coup, pour pouvoir voir les résultats. Yes. Et enfin, sur la question de l'heure, il n'y avait pas de souci. Le thème de la conférence non plus, on est à 100%. Qualité d'animation aussi, on est à 100%. Et sur les explications, on est également, donc sur les 10 votants là, en l'état, à 100% également. Donc, tout ça est encourageant. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était dense. Du coup, il y a eu peu de temps pour souffler. Mais j'espère que c'était le pari et la gageure pour nous tous.
J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain webinaire organisé par moi-même ou par un autre membre de l'équipe d'IPRA qui sera ravi également d'être avec vous et de vous accompagner sur votre création du coup d'entreprise et l'aventure qui en découle. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation, écoute active et je vous dis bon courage évidemment pour cette semaine. À tout bientôt et puis à ciao, bye bye. Salut à tous.